Bonjour à toutes et tous. Maintenant, nous sommes en live. Bonjour. Mettre un petit mot dans le chat pour dire si vous nous entendez bien. On est bon. Super, ça a l'air de fonctionner. On est 135 connectés pour l'instant. Il y a 500 inscrits, donc on va attendre un petit peu avant de lancer. Vous pouvez nous donner votre météo du jour dans le chat en attendant si vous avez envie de partager votre mood du moment. Météo, bonjour. Très bien. Il n'y a plus de bonjour, ça passe sur l'histoire. Les Toulousains ont de la chance. Ouais, c'est ceux qui sont dans le sud peuvent essayer de ne pas trop donner le seum au reste de la France, ce serait sympa. On n'a pas d'Anton Annecy encore. Ça va faire un mix montagne et peut-être. Super beau sur l'île, il pleut pas, j'adore. Mais on a dit que les Marseillais n'avaient pas le droit de répondre. Tout ce qui est au sud de Tours. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. On a dépassé 150. On a dépassé 150. Les gens vont continuer à se connecter. Super. C'est parti pour le lancement de la saison 11 de Data for Good. On est 4 membres du bureau de l'association qui sont connectés. On va avoir l'occasion de se présenter, de parler de l'association assez rapidement et de rentrer vite dans le vif du sujet et parler de la saison 11. Et ensuite, on va arriver très vite dans la grande partie de ce lancement que sont le pitch des 12 projets sur lesquels vous auriez l'occasion de rejoindre par la suite. Donc, on peut lancer directement, parce qu'on a plein de choses. On va essayer d'être dans les temps, parce qu'on est toujours un petit peu en retard. Oui, alors très rapidement, je vais vous représenter Data for Good pour ceux qui ne connaissent pas. J'espère que tout le monde connaît. Donc, Data for Good, c'est parti d'un constat à la base qui est un peu d'accord avec un ancien manager des équipes data chez Facebook qui avait dit que les cerveaux les plus brillants de sa génération passaient leur temps à faire cliquer des gens sur des pubs et que c'était nul. Alors maintenant, on pourrait dire qu'ils passent leur temps à acheter des NFT ou penser au métaverse, mais je pense que le parallèle est toujours valable. Et du coup, la question qu'on s'est posée avec Data for Good, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ce temps de cerveau disponible pour des combats environnementaux et sociaux. Et donc, l'idée de Data for Good, c'est vraiment de faire le pont avec les associations et de leur fournir des ressources techniques qu'elles ne peuvent pas avoir en interne, soit parce qu'elles n'ont pas les ressources financières, soit parce qu'elles n'ont pas les compétences techniques, et les aider à résoudre des problématiques data qui vont leur permettre vraiment de décupler leur impact. Vous allez avoir un exemple de tout ce qu'on peut faire juste après sur tous les projets qu'on va accompagner pendant cette saison. Peut-être une dernière chose à rajouter sur l'association. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Merci beaucoup. C'est qu'on a 3 grandes missions. Donc, c'est celle de rassembler des citoyens qui vont être experts de la donnée, qui ont envie de s'engager sur des projets d'intérêt général. C'est aussi celle de sensibiliser et de réveiller la société civile pour interroger les usages de la donnée, réfléchir à comment est-ce que collectivement on peut mettre la donnée au service de l'intérêt général. Et surtout, c'est de proposer des solutions concrètes. Nous, on n'a vraiment pas envie d'être que dans les idées. On veut vraiment que
produire des solutions qui fonctionnent, des outils qu'on peut laisser à disposition des associations à la fin, dont elles vont pouvoir se servir. On est vraiment dans le penser et le faire. Et tout ce qu'on produit est en open source parce qu'on a vraiment la conviction qu'il faut produire des communs numériques et on veut contribuer à ça. Et je veux bien passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Et pour finir, du coup, un mini rappel historique de l'association. Data for Good, ça existe depuis 2014. On a déjà fait plus de 10 saisons et accompagné plus de 100 projets. Et là, il y en a que vous allez voir qu'on accompagne déjà depuis plusieurs saisons. Parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner dans la durée et de faire en sorte de produire des projets qui sont pérennes. Je ne vais pas vous les représenter parce que vous allez déjà être noyés de projets pendant toute la présentation, mais c'était juste pour vous dire qu'on a déjà fait plein de choses. Voilà. Et on a dépassé cette semaine les 4000 membres sur Slack, donc on est très contents. Et les 10 000 followers sur LinkedIn. Waouh. On est des influenceurs. Et donc, un des points sur lesquels on est très très content, c'est que si vous êtes là depuis longtemps dans l'association, vous avez suivi un peu l'historique. Avant le Covid, c'était une association qui était très parisienne, avec quand même pas mal de gens qui étaient à d'autres endroits en France. Mais le Covid a quand même aidé à un peu déployer l'association partout en France. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, on a donc des gens qui travaillent à distance, mais surtout des antennes qui commencent à se former locales, dans lesquelles des gens se retrouvent aussi pour au moins aller prendre une petite bière ensemble, mais échanger aussi sur justement la data et le for good, et potentiellement travailler ensemble sur des projets. Donc ce qu'on vous propose de faire, c'est de mettre justement d'où vous venez en message sur le Slack. Ça permettra aussi peut-être pour vous d'identifier d'autres personnes qui habitent peut-être au même endroit, et peut-être de vous mettre ensemble sur des projets, ce qui vous permettront aussi de vous retrouver en présentiel pour travailler, ce qui est en fait quand même beaucoup plus agréable pour celles et ceux qui le souhaitent. Donc, n'hésitez pas à mettre votre ville de résidence. Super, merci beaucoup. Et vous verrez que quand vous serez, ou si vous ne l'êtes pas encore sur le Slack, il y a justement des canaux Slack par ville que vous pourrez rejoindre pour justement retrouver les gens près de chez vous et vous pourrez vous retrouver pour travailler ensemble. Donc, tu peux passer au slide après. Et on est très content aussi cette année. On a énormément renforcé l'équipe et on tient à faire des grands remerciements avec l'équipe du bureau à toutes les personnes qui nous ont rejoints pour faire vivre cette association. Pour rappel, on est toutes et tous bénévoles et notamment on donne un spécial grand merci à Ronan, Marion et Anas qui ont énormément aidé sur le lancement de cette saison 11. Et pour nous, ça a été très agréable de le faire à un peu plus de monde et du coup on a pu préparer quelque chose de encore plus gros et plus intéressant a priori que d'habitude. Et on remercie aussi tous les autres bénévoles qui nous ont aidés à préparer la formation des bénévoles, préparer un socle technologique pour déployer les produits, industrialiser les projets. Donc on est très heureux et on a hâte de continuer à faire des choses avec toute cette équipe parce qu'on commence à être pas mal. Et on arrive très vite sur la saison 11, Benjamin. Peux-tu nous parler de la saison 11 ? C'est un peu le sujet du jour. Donc on est très content aujourd'hui de lancer cette saison. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus. On a beaucoup de projets, on a beaucoup discuté avec plein de porteurs de projets ultra motivés. Et aujourd'hui, on est très content de lancer cette saison avec 12 projets qui vont être présentés. Et d'abord, je vais vous parler un peu des temps forts. Donc aujourd'hui, on lance la saison, on passe 2 heures ensemble pour vous présenter tous ces projets. Vous allez pouvoir contribuer très rapidement. Ensuite, le 10 mai, on aura un point de mi-saison. On se retrouvera ensemble en ligne et chaque projet partagera où il en est et aussi les besoins qui restent et où ils pensent arriver en juin pour nous mener à fin juin avec une date provisoire du 28 juin pour le démodé. Là, c'est le grand moment où on fête la saison. On se retrouve en ligne, on présente chaque projet, le produit qui a été livré et on en profite pour aller boire des bières.
parce qu'on aime quand même bien boire des bières. Et c'est aussi l'occasion de continuer de parler de Data for Good, d'inviter des gens qui sont un peu extérieurs à l'asso, qui sont intéressés par ce qu'on fait, mais qui n'ont pas forcément le temps de contribuer au projet et se retrouver, quoi. Donc, super content, ça va être super intéressant sur les 3 mois qui viennent. Nous, on va continuer à être là, à répondre aux questions, à épauler les différents projets, guider les bénévoles. Donc, si jamais vous êtes perdu, vous nous écrivez un message sur le Slack et on vous dira quel projet a besoin de nouveaux bénévoles et où est-ce que vous pouvez contribuer rapidement. S'il te plaît, Clément. Alors, on rentre dans le vif du sujet, comment devenir bénévole. C'est très simple, tout le monde peut devenir bénévole. Il suffit de remplir un formulaire et s'inscrire sur le Slack. Une fois que vous arrivez sur le Slack, il y a un petit onboarding qui vous permet de comprendre comment vous comporter sur le Slack. L'essentiel des communications se passe sur le canal général. Et ensuite, chaque projet a un canal dédié. Donc, il suffit de chercher le projet dans la barre de recherche et vous tombez très rapidement dessus et vous pouvez tout de suite collaborer et contribuer. N'hésitez pas d'ailleurs à vous présenter sur onboarding. Ça nous permet aussi de voir qui sont les nouveaux, où est-ce qu'on peut vous matcher avec un projet et vous permettre de contribuer le plus rapidement possible. Suivant, c'était le suivant. Et on va finalement rentrer dans le vif des sujets cette saison 11 avec ces 12 projets super intéressants. On peut retrouver déjà quelques noms qu'on a vus dans des saisons précédentes, des nouveaux projets, des projets qui viennent d'associations établies, d'autres qui viennent d'une personne qui est extrêmement motivée. Je pense qu'on va vraiment aller beaucoup plus loin sur les projets cette saison. On a beaucoup de monde dans l'asso. On a construit des choses sur les 6 derniers mois qui vont nous permettre de pousser encore plus loin le concept d'accompagnement. Et c'est parti. Eh bien, moins de 15 minutes pour l'intro. Je pense que c'est un record. Bravo. On va peut-être finir à l'heure aujourd'hui. On y croit. Eh bien, c'est parti. 12 projets, donc on va y aller, on va avoir 5 à 7 minutes par projet avec 1 ou 2 questions à chaque fois. Et le premier projet, on va appeler sur scène Robin pour le serment d'Hippocrate de l'IA générative. Et juste le temps que Robin monte sur scène. Bonjour à tous. Pour toutes celles et ceux qui sont connectés, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions. Si jamais les questions ne sont pas répondues sur les projets, et après, ceux qui seront montés sur scène pourront répondre à votre question à l'écrit. Donc, à côté de l'onglet chat, il y a un onglet questions. Précisez juste le nom du projet sur lequel vous posez une question. Alors, j'ai un petit souci, c'est que ah oui, c'est bon, j'ai l'onglet questions. Je pourrais les récupérer aussi. Les mains, Romain. Parfait. Et bonjour à tous. Ouais, c'est parti. Merci à tous d'être là et je suis très heureux de présenter ce projet sur lequel on travaille déjà depuis quelques mois chez Data for Good. C'est un projet un petit peu particulier parce que c'est pas un projet de code à proprement parler. C'est un projet où on va étudier et se renseigner sur la partie IA générative. En fait, c'est donc, on peut passer à la slide suivante. À l'image de ce qu'on avait fait en 2018 sur le serment d'Hippocrate du data scientist, on avait étudié un petit peu tout ce qui se faisait au niveau de la data et on avait produit une charte, un serment d'Hippocrate d'engagement sur tout ce qui était OK à faire avec la data et tout ce sur quoi on voulait mettre des limites pour utiliser la data en for good et éviter toutes les dérives qu'il pouvait y avoir. Et on s'est dit avec tout ce qui se passe en ce moment que c'était intéressant de se poser les mêmes questions plus spécifiquement pour tout ce qui était autour de l'IA générative, tout ce qui est génération de contenu par IA, donc que ce soit ChatGPT sur le texte, mais aussi sur l'image, etc. Et donc, on a commencé à travailler, essayer d'étudier tout ce qui se faisait, tout ce qui était écrit, tous les papiers scientifiques, les choses plus grand public, etc.,
pour comprendre ce qui se passait, comment est-ce que ça évoluait, et puis essayer de proposer quelque chose. Je pense que vous avez tous vu passer toutes les innovations et les presque révolutions qui se passent en ce moment sur ces sujets-là. Donc, que ce soit tous les différents médias, hein, tout ce qui est visuel, tout ce qui est audio, ou tout ce qui est texte, avec ChatGPT en fer de lance qui est assez impressionnant à utiliser. Mais tout ça, ça soulève plein de questions, notamment les images de Midjourney ou d'autres outils qui montrent, là, en l'occurrence, l'arrestation de Donald Trump, qui est assez réaliste, qui est assez flippante. On se dit, en fait, ça peut générer des fake news ultra facilement. Il y a plein d'usages for good à avoir avec ces nouveaux outils-là, mais il y a plein de risques qu'on peut identifier. Donc, que ce soit des risques de biais, mais aussi des risques d'usage pas top. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant d'aller creuser sur les différents outils, les différents usages qu'il pouvait y avoir, et essayer de rédiger du contenu sur tous ces nouveaux outils-là. La spécificité, c'est que tout le monde est devenu early adopter, où il y a énormément d'usages. On voit des cas d'usage, on voit ces solutions-là s'intégrer à tous les produits qu'on utilise un peu tous les jours, que ce soit dans Microsoft récemment, que ce soit très récemment cette semaine, je crois que c'était hier, sur GPT-4 qui intègre Zapier, donc qui permet de faire des automatisations assez folles. Enfin, tout ça va ultra vite. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des nouvelles actus où on se dit waouh, c'est impressionnant ce qui se passe, ça va bouleverser pas mal de choses. Donc, on voulait se poser des questions éthiques et essayer de comprendre les biais, les risques qu'il pouvait y avoir à tout ça, pour essayer d'alerter et d'informer, et ensuite de trouver des solutions techniques à ces biais-là. Donc, ce qu'on a fait pour l'instant, on a commencé à travailler donc il y a à peu près 3 mois, et on essaye de produire un livre blanc autour de 4 grands axes sur lesquels donc on étudie, on essaye de discuter entre nous pour essayer de voir ce qu'on peut apporter nous sur ces 4 thématiques. La première thématique, c'est le sujet de l'autorat. Donc, qu'est-ce que c'est que le droit d'auteur? Comment est-ce que ça évolue avec ces nouvelles évolutions, avec ces nouveaux outils? Comment est-ce que la législation évolue sur tout ce qui est propriété intellectuelle, etc. Il y a une deuxième partie sur la fiabilité de l'information. Qu'est-ce que c'est qu'une source? Comment est-ce qu'on peut faire confiance ou non à un outil, à une information? Il y a une troisième partie sur les biais. Donc, on a listé un grand nombre de biais. On essaye de les creuser tous pour les tester, essayer de faire plein de requêtes dans les différents outils pour voir qu'est-ce qui est problématique comme biais, qu'est-ce qui est plus important que ce qu'on imagine, qu'est-ce qui est moins. Typiquement, on s'est rendu compte que le biais d'âge était assez impressionnant sur tout ce qui est génération de contenu visuel. Enfin voilà, il y a plein de choses qui en sont sorties de ces discussions, de ces réflexions et de toutes ces lectures sur la thématique des biais. Et quatrième thématique, sur l'impact environnemental de ces nouveaux outils. Tout ce qui est entraînement des nouveaux modèles, l'impact carbone que ça peut avoir, le fait qu'il y a de nouvelles versions qui sortent tout le temps, que ces nouveaux outils sont intégrés dans des outils ultra grand public. On voit Bing qui permet de faire des requêtes sur ChatGPT en mode conversationnel, et du coup ça génère des usages qui sont ultra importants. Donc c'est intéressant de se poser toutes ces questions-là. Et donc pour ce premier projet-là, pour ce premier sujet, on cherche du monde. On aimerait bien avoir un premier livrable abouti en mai. On a une première version qui est quasiment faite, mais on essaie d'itérer pour avoir des nouvelles versions plus abouties. Et on recherche des co-auteurs, des auteurs qui seraient prêts à participer, commenter, relire, annoter le contenu, etc., proposer de meilleurs exemples. Des chefs de projet pour collecter les retours, synthétiser tout ce qui va être feedback, etc. Et des experts sur les thématiques, donc que ce soit des avocats sur la partie juridique, des universitaires, et puis des graphistes pour mettre tout ça en œuvre. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie du travail, ça va être autour de la charte d'engagement, autour de l'IA générative. Donc, on a commencé à le faire et on voudrait aller plus loin, un petit peu comme le serment d'Hippocrate, faire une charte des pratiques qui sont OK et de celles qui ne sont pas OK. Donc, on a commencé à lister pas mal d'éléments, et il va falloir qu'on les structure, qu'on les mette en œuvre aussi avec tout ce qu'on apprend de la partie du livre blanc. Et troisième partie qui viendra après, donc ça on espère pour la charte, on espère une livraison en juin.
Et pour la troisième partie, qui serait après tout ça, une fois qu'on aura identifié des biais sur lesquels on peut apporter de la valeur plus technique, on ne sait pas encore exactement ce qu'on produira, mais on essaiera d'aborder un des biais avec une solution technique. Donc, typiquement, essayer de faire un outil pour retrouver la provenance d'un contenu ou produire quelque chose, une solution qui permette de retrouver les sources d'un contenu ou autre. Donc voilà, on ne sait pas encore exactement où est-ce qu'on ira après, mais dans un premier temps, on cherche du monde pour nous aider sur la partie rédaction d'un livre blanc et rédaction d'une charte sur l'usage de ces IA génératives. Donc, ça serait du contenu qui sera à destination à la fois des utilisateurs, mais aussi de décideurs sur toutes ces thématiques-là. Et pourquoi pas aller sur un livre plus, un vrai livre et non pas un livre blanc. Voilà, ça fait plein de sujets. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack Off-Season Generative AI, où on va partager des ressources, discuter, et puis on va aller plus sur la production de contenu pour partager tout ça. Super, merci Robin. Vous avez Sujet des très questions? d'actualité. Ouais. Alors, dans le chat, je ne vois pas de questions. Côté questions, IA générative, charte Hippocrate, c'est-à-dire collecter les retours. Ouais, j'ai parlé de collecter les retours. L'idée, c'est qu'on a une première version du livre blanc. Il va falloir le confronter à plein de data scientists, mais aussi d'autres personnes, d'autres profils pour essayer de comprendre ce qu'ils en pensent. Le partager en interne à la communauté des 4000 data scientists ou des 4000 personnes tech dans Data for Good pour avoir des feedbacks sur ce qui a été produit, sur ce qu'eux en pensent, etc. Et puis faire voter sur les différentes thématiques qui sont pertinentes ou pas pertinentes. Top. Eh ben, écoute, je vois pas d'autres questions. Je pense qu'on peut pas faire un sujet plus dans l'actualité que ça. Donc si vous avez envie de rejoindre, ce projet, donc voilà, qui est un peu off-season, qui est un peu entre les 2, entre, on aimerait avoir des, gens supplémentaires en ce moment, mais en même temps, c'est pas vraiment un projet de la saison, n'hésitez pas à rejoindre le channel Slack. Merci Robin. Merci à tous. Et on va passer au projet suivant avec Cartovégétation et j'invite Antoine à monter sur scène. Bonjour à tous. Je m'appelle Antoine, je suis chargé de projet et de plaidoyer à France Nature Environnement Île-de-France. Alors, je suis vraiment désolé de ne pas avoir allumé ma caméra, mais j'ai fait une belle chute à vélo et je ressemble un peu à un rugbyman qui s'est fait boxer. Du coup, j'aimerais pas vous effrayer et je voulais quand même être là pour vous présenter ce beau projet dont le début sera peut-être un petit peu décalé dans la saison. Donc, on est une association qui regroupe 400 assos et collectifs de protection de l'environnement. L'objectif, c'est de fédérer les associations et de défendre l'environnement. Donc, on a souvent des recours contre des plans ou des projets néfastes pour l'environnement. On fait du conseil juridique et on développe certains outils. Cartovégétation, c'est un de ces outils qui a été lancé en 2018. Le but, c'est de cartographier toute la végétation d'Île-de-France et de modéliser les déplacements des espèces entre les réservoirs de biodiversité. Les cartes seront ensuite disponibles sur une plateforme numérique et accessibles à tous. Alors, pourquoi ce projet ? Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Ouais, parfait. Dans un contexte de changement climatique et de catastrophes naturelles toujours plus fréquentes et plus intenses, il faut trouver des moyens de rendre nos territoires plus résilients. Donc, la végétation, c'est particulièrement intéressant parce qu'elle rend de nombreux services. Elle permet de stocker du carbone, de réguler le climat, l'eau, les pollutions. Malheureusement, en Île-de-France, on est la région la plus urbanisée et on continue toujours d'urbaniser le plus intensément. Donc, les espèces naturelles diminuent beaucoup. Il faut donc les protéger, mais surtout, il faut préserver la fonctionnalité des écosystèmes pour qu'ils puissent assurer correctement ces services. Donc, cette fonctionnalité, elle est intimement liée aux espèces qui les peuplent. Et grosso modo, plus il y a d'espèces, plus les écosystèmes sont performants. Donc, le problème, c'est qu'on a un déclin de la biodiversité qui est assez énorme. Par exemple, on a perdu 70% de la faune sauvage en 70 ans. La principale cause, c'est le changement d'usage des sols et notamment l'urbanisation. C'est donc vraiment indispensable de connaître précisément où se trouve chaque arbre et comment se déplacent les espèces. Ça permet d'identifier les trames vertes et les zones à enjeu pour orienter l'aménagement du territoire. Malheureusement, les cartes existantes, elles ne sont pas assez précises pour identifier toute la végétation et il n'existe pas vraiment de cartes vraiment fiables pour les trames vertes. Donc, le projet Cartovégétation tend à remédier à ces problèmes en utilisant des images haute résolution de l'IGN qui sont classifiées et traitées avec le logiciel Orfeo Toolbox. Bon, le problème, c'est qu'on a commencé en 2018 et que même si on se développe de mieux en mieux,
on est quand même assez lent et pour l'instant, on n'a réalisé que la petite couronne et l'Essonne. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a besoin de vous. On aimerait automatiser le processus et avancer sur la cartographie et à l'échelle de la région en entier. Alors, comment ça va se passer? Dans un premier temps, il y aura une phase de découverte du projet, évidemment, dans les premières semaines, où on présentera la méthode, l'équipe, et puis vous commencerez à manipuler les données. Ensuite, on aimerait évidemment automatiser tout le processus de traitement des données. Alors, il faudra peut-être qu'on réfléchisse ensemble à adapter quelques petites choses. Mais ensuite, il y aura conception du coup de cet algorithme et puis validation par des tests. Dans un deuxième temps, il faudra traiter les données des départements restants. Alors, si vous réussissez à en faire un, c'est super, deux, c'est encore mieux, etc. Dans le détail, évidemment, il y aura une partie de segmentation, parce qu'on ne peut pas traiter toutes les données en même temps, parce que c'est quand même assez lourd et ça demande une charge en CPU assez importante. Ensuite, il y aura la phase de livraison. Si jamais vous arrivez à réussir tout ça, nous, on a plein d'idées pour améliorer ce projet. On aimerait travailler sur des séries temporelles pour voir l'évolution de la végétation en fait, au fil des années. Il faudrait aussi qu'on puisse identifier les obstacles à la fragmentation des réseaux écologiques. Alors, en termes de compétences, dans l'idéal, on aimerait bien des data scientists et des data analysts avec des compétences en géospatial et en traitement d'images. Si vous connaissez QGIS et Orfeo Toolbox, ça sera forcément plus facile. Si l'un ou l'une d'entre vous a des connaissances en gestion de projets techniques ou en data engineering, ça pourrait nous aider aussi. Dans tous les cas, on sera super content de vous accueillir dans l'équipe et de travailler avec vous. Donc, à bientôt, j'espère. N'hésitez pas à me poser des questions. Merci beaucoup, Antoine. Je crois qu'il y a une question pour toi. Pourquoi ne pas utiliser le LiDAR? Parce que le LiDAR, ça coûte extrêmement cher et qu'en tant qu'association, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, c'est aussi un appel. Si jamais quelqu'un a un petit chèque de 100 000 € à vous faire, c'est pareil, c'est ça? Ah oui, avec grand plaisir. On va peut-être prendre une deuxième question. Travaillez-vous avec la base de données MODIS, notamment avec les images NDVI? Non pour l'instant, mais c'est quelque chose qui est en réflexion et c'est un indice qu'on utilise dans la classification. Et pour les données LiDAR, elles sont... Pour l'instant, elles vont être produites une fois. On ne sait pas si elles seront produites une deuxième fois. Je sais qu'ils espèrent pouvoir la produire sur plusieurs années, mais c'est quelque chose qui demande énormément de ressources. Et donc, nous, on travaille avec des choses sur lesquelles on est sûr qu'on pourra réitérer l'opération sur plusieurs années et pour avoir un suivi de la végétation sur le long terme. Top. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Antoine. Tu verras, tu as 2-3 questions dans le chat et côté questions aussi, et notamment sur quel channel vous rejoindre. Donc, n'hésite pas à publier le numéro de channel dans le chat directement. Ok, merci. Au revoir tout le monde. Merci à toi. On va passer au projet suivant avec Madada. Et on a Xavier et Laurent. Xavier qui était impatient de monter sur scène. Mais c'est maintenant ton tour. Désolé, merci pour bien me mettre pour un bon Il y a pas départ, de problème. super, je suis en bonne condition. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis donc Xavier Berne, je suis le délégué général de Madada. Alors Madada déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire ma demande d'accès à un document administratif. Ne prenez pas peur, derrière ces mots un petit peu compliqués, en fait, il y a quelque chose de très concret, c'est qu'en fait on a tous le droit d'aller voir nos administrations, donc les mairies, les ministères, les écoles, les hôpitaux, etc., pour aller leur demander en fait des documents publics. Donc là aussi, documents publics, c'est notamment des données publiques. Donc voilà, petit clin d'œil un petit peu à tous les porteurs de projets aujourd'hui, parce que je pense que vous allez avoir besoin potentiellement de pas mal de données publiques. Donc voilà, nous, en tête, en termes d'exemple, il peut y avoir des données sur le Covid ou sur l'usage des pesticides, c'est vraiment extrêmement vaste, mais aussi des documents un petit peu plus classiques comme, je sais pas, des notes de frais, des documents de marché public, etc.
Malheureusement, le problème, c'est qu'en fait, ce droit d'accès, il est très peu connu et pour le peu de gens qui le connaissent, c'est très difficile de l'exercer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop à qui est-ce qu'il faut écrire, comment est-ce qu'il faut formuler sa demande, quel document on peut demander, qu'est-ce qu'il faut faire si l'administration ne répond pas, ce qui arrive malheureusement très très souvent. Bref, c'est le parcours du combattant et c'est pour ça que Madada est né en 2019. On a une plateforme qui repose sur un logiciel libre, qui est utilisé d'ailleurs dans une vingtaine d'autres pays, et qui vient complètement en fait, faciliter le processus de demande d'accès. Grosso modo, on a une base de données qui contient à peu près 50 000 adresses mail d'autorités publiques. Et de l'autre côté, on a un formulaire de demande qui est pré-rempli. Donc, en gros, en quelques clics, l'utilisateur peut envoyer sa demande et il a juste à dire le ou les documents qu'il souhaite obtenir. Et voilà, ça permet vraiment de faciliter le processus de demande. On a aussi des fonctionnalités un petit peu spécifiques pour les journalistes et les associatifs notamment, qui permettent d'envoyer une même demande jusqu'à 500 autorités en même temps. Et aujourd'hui, en fait, on se tourne vers vous. Pourquoi? Parce que notre plateforme a besoin encore d'être améliorée. Elle a besoin de nouvelles fonctionnalités. Pourquoi? Pour améliorer en fait le taux de réussite des requêtes et aussi la portée de cette plateforme citoyenne. Ce sera donc le premier axe de travail. Et deuxièmement, on voudrait construire une sorte d'observatoire du droit d'accès, un petit peu à la façon du site Nos Députés pour ceux qui le connaissent, afin en fait d'objectiver tout simplement ces problèmes d'accès aux documents administratifs et faire derrière du plaidoyer. L'exemple type, c'est aujourd'hui, on voit bien à partir de nos statistiques que 8 demandes sur 10, au bout d'un mois, qui est le délai légal, ça se termine par quoi? Par un refus implicite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune réponse de la part de l'administration, même pas un simple accusé de réception. Donc voilà, il y a du boulot. Et pour détailler un petit peu plus ces chantiers qu'on aimerait vraiment mener avec vous, je vais passer la parole à Laurent qui a plus une vision technique sur tout ça. Oui. Merci Xavier, bonjour à tous et à toutes. Laurent Savette, je suis un des cofondateurs de Madada. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc pour détailler un petit peu ce qu'on a envisagé, ça fait 4 ans qu'on travaille sur le sujet, donc on a un petit peu une liste au Père Noël avec des idées qui partent dans tous les sens. Mais les deux grandes thématiques dont a parlé Xavier, c'est d'un côté des choses qui sont assez orientées web, interface utilisateur, expérience utilisateur, donc UI, UX. On voudrait travailler sur la simplification du fonctionnement de la plateforme et notamment du tout début de l'écriture des premières demandes. Et puis ensuite, intégrer les étapes supplémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, ce que disait Xavier, c'est qu'on n'obtient pas de réponse dans la majeure partie des cas, dans 80% des cas. Donc en fait, il faut aller faire appel. Et aujourd'hui, cette procédure d'appel, elle est décourageante et généralement, les gens abandonnent là. Donc on voudrait outiller ça pour pouvoir justement aller à l'étape d'après. Ça, c'est pas mal de développement web. Et puis, pour aller encore plus loin, on voudrait construire derrière une espèce d'assistant qui aide en fait les utilisateurs à rédiger une demande qui soit recevable, pertinente et appuyée éventuellement sur de la jurisprudence quand il y en a. Donc là, c'est un petit peu de la NLP et des choses comme ça qu'on aimerait essayer d'intégrer dans le site en allant chercher des jeux de données externes. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième volet, c'est ce volet observatoire du droit d'accès et plaidoyer. Et en fait, c'est l'exploitation des métadonnées qui existent aujourd'hui, qu'on a sorties de la plateforme. Donc là, il y a plusieurs choses. Il y a un travail de tagging sur les données, puis d'exploration de ces données, de construction d'indicateurs à la fois basés sur la loi, parce que c'est très, très encadré comme tout ce qui est administratif, puis des indicateurs opérationnels, construire une data vise autour de ça pour la rendre publique et en fait pouvoir pointer du doigt les manquements de l'administration. Et puis ensuite, passer tout ça en production parce que ça fait déjà 4 ans que le site tourne, donc il faut que ces choses-là viennent s'intégrer. En petit bonus, hors saison, s'il y a des fans de jeux vidéo, on aimerait construire un petit jeu vidéo qu'on appellerait Zeldada, qui serait le jeu vidéo destiné à sensibiliser le public au droit d'accès. Voilà. Et puis sur la dernière slide qui arrive, donc en termes de compétences, voilà. En termes de compétences, donc ce que je disais tout à l'heure, on cherche des spécialistes en UX, UI pour travailler sur cette amélioration de l'expérience utilisateur. Des développeurs, c'est surtout, on est sur des vieilles technos parce qu'on utilise un logiciel qui a 12 ans, donc c'est du Ruby on Rails avec pratiquement pas de JavaScript. On voudrait des data scientists pour aller explorer ces datasets qu'on a en interne, mais aussi des datasets en externe. Et puis, enfin, des experts ou expertes en NLP
tout ce qui touche au calembour équestre est très, très bienvenu sur Madada. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci. Merci Laurent et Xavier. Je ne vois pas de questions pour le moment. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à plutôt aller dans l'onglet questions et à mettre le numéro de projet. Ça m'aide beaucoup pour la lecture. Sinon, peut-être une petite question. Est-ce que le jeu vidéo sera plus simple ou plus dur que Elden Ring? Parce que, en effet, le parcours du combattant que c'est, vous êtes très utile. Pour avoir eu à faire l'administratif. Ouais, il sera forcément plus facile, mais surtout plus amusant, parce que ce qui est vrai que ce qui est difficile, et c'est une des choses qu'on essaie de faire avec la plateforme, c'est que c'est très décourageant, en fait. C'est un peu le parcours du combattant. Donc, ce que la plateforme essaie de faire, c'est d'envoyer des petits rappels en disant, au fait, votre délai est presque écoulé, faudrait penser à faire ça. Et puis, juste donner un petit peu voilà, ça marche pas, mais voilà ce que vous pouvez faire. Et en gros, prendre la main des demandeurs, des demandeuses, pour essayer de franchir ensemble tous ces obstacles. Voilà. Écoutez, super projet. Donc, si vous voulez rejoindre ou discuter, en tout cas, avec Xavier et Laurent, c'est sur le channel 11 Madada. On vous a remis un peu tous les channels. Écoutez, merci, c'était vraiment très clair. Et on espère que vous aurez plein de bénévoles pour vous aider. Nous aussi. Merci à vous. Merci. Merci Xavier, merci Laurent. Et on accueille le projet suivant, avec, je crois, quelqu'un qu'on connaît bien. Théo. À nouveau. Merci Clément. Effectivement, je reviens, mais en tant que porteur de projet pour une autre association que vous connaissez probablement, qui est le Shift Project, et son pendant bénévole que sont les Shifters, les deux étant des think tanks sur les questions énergie-climat. Et donc là, je vais vous parler du Shift Data Portal, qui est un portail qui existe déjà, sur lequel on veut faire une deuxième version. Et moi, je représente du coup les bénévoles shifters en tant que product owner de ce portail. Donc j'aurai la chance de porter un projet à cette saison. Je suis très content. Et donc, qu'est-ce que c'est que le Shift Data Portal? C'est un outil de data visualisation des données énergie-climat. L'énergie et le climat, c'est des sujets compliqués sur lesquels c'est toujours difficile de trouver des informations fiables et complètes sur l'ensemble des sujets qu'on aimerait trouver, que ce soit de la production d'énergie fossile aux émissions de la France ou de différents pays. Et il y a quelques années, un portail avait été développé qui s'appelle le Shift Data Portal, avec pour but d'être le portail open data du Shift Project, et donc avoir toutes les données de référence sur ce sujet-là pour pouvoir aider les journalistes, aider les scientifiques, aider les chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là et qui ont besoin de ces données-là pour pouvoir alimenter leurs réflexions méthodologiques sur les sujets environnementaux. Et donc, ce portail a été développé à ce moment-là, et depuis, pour plusieurs raisons, il a un peu périclité, il n'est pas assez mis à jour. Et donc là, on est en train d'essayer de le remettre, de lui redonner un second souffle. Si tu peux passer au slide d'après. Il faut que je fasse go aussi pour passer les slides. Tout simplement, les données ne sont pas mises à jour après 2016, ce qui pose quand même pas mal de questions, parce qu'en fait, il s'est passé beaucoup de choses depuis, et notamment si on veut se projeter dans des trajectoires de décarbonation à horizon 2030, il faut comprendre ce qui se passe aussi dans les dernières années. Et les choix avaient été faits au début de façon, pour faire un prototype, les choix techniques avaient été pris et en fait enferme un peu le développement futur. Et donc là, on a besoin de beaucoup simplifier pour permettre de développer ça et d'intégrer pas mal de nouvelles fonctionnalités, notamment pour que ça permette de visualiser des données sur la France, visualiser des données sur le plan de transformation de l'économie française. Bref, il y a beaucoup de choses à faire pour passer une version 2 de ce portail, de la mise à jour de données à l'ajout de plein de choses et de l'analyse de plein de données sur le climat. Donc si tu passes au slide d'après. Il y a 3 grands objectifs dans ce projet. Il y a une vraie ambition de simplifier en fait ce qui existe déjà pour vraiment fabriquer un outil open data qui permettrait de le rendre très contributif pour que n'importe qui, par exemple, qui veuille analyser ces données-là, puisse les récupérer, rajouter quelque chose, rajouter une visualisation et rendre l'outil beaucoup plus
utilisables. Derrière, il faut forcément réanalyser ces données-là, rajouter, compléter pour qu'elles soient à jour à horizon 2023, et ensuite rajouter plein de fonctionnalités qui sont assez ouvertes pour en faire quelque chose justement d'assez majeur et que ça devienne un portail de référence sur la donnée énergie-climat macro pour comprendre vraiment l'ensemble de ces enjeux-là. Et donc, il y a énormément de choses assez simples à faire. Donc, c'est assez on va dire, accueillant pour des data analysts plutôt débutants. Et il y a des choses un peu plus compliquées qui attireront aussi des profils plus techniques avec du coup ce panorama qui va nous accompagner dans les 3 prochains mois. Et donc, on a besoin, si tu passes au slide d'après, pour finir, de différentes compétences. Donc, forcément, des data analysts et scientists, donc pour analyser les différents datasets, comprendre d'où viennent les sources de données, rajouter des informations, les croiser et les mettre à jour. Des développeurs back, front pour refondre ce portail-là en partant de la base qui existe aujourd'hui et intégrer des nouvelles visualisations, des nouvelles fonctionnalités. Si certaines personnes sont designers UX UI et ont envie d'aider à améliorer l'interface parce que ça a été développé par des ingénieurs dont nous sommes partis qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des produits justement très user-friendly. Et après, il y a pas mal de sujets data engineer, DevOps pour fabriquer justement derrière l'architecture de données open data assez ouverte pour qu'on puisse intégrer ça de la façon la plus efficace possible et évolutive. Donc, pas mal de choses à faire. Un sujet à la fois très simple et avec pas mal de choses derrière. Donc, n'hésitez pas à rejoindre dans les canaux qui seront mis sur le Slack. Écoute, merci Théo, c'est très clair. Je n'ai pas l'impression qu'il y a de questions. N'hésitez pas, si vous en avez, à les poser. Théo, est-ce qu'on te revoit encore avec une nouvelle casquette ou c'est bon, là, tu as fait tes 2 casquettes? C'est bon. Un concert à la fin. Je peux faire un concert de piano à la fin. Avec grand plaisir, ça clôturera parfaitement. Mais bah, écoute, merci Théo, c'était très clair. N'hésitez pas à rejoindre le channel Slack. Si vous êtes intéressé par le projet, on va vous remettre toutes les informations. Il y a des gens qui demandent comment rejoindre. On va vous remettre toutes les informations dans le chat. Et on accueille maintenant Jean-Baptiste et Louise. Louise et Jean-Baptiste. Bonjour à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis Jean-Baptiste, je suis très très heureux d'être là aujourd'hui. Je suis en fait un ancien de la saison 4 de Data for Good. Donc, un petit coucou à Lou en particulier. Côté pro, je suis consultant en ressources humaines, je suis basé à Paris. Et je suis diplômé de l'EHESS, donc l'École de hautes études en sciences sociales. Je mentionne mon école parce que c'est en lien avec le projet du jour. C'est la principale raison. 2 autres précisions que je souhaitais faire. En premier lieu, c'est que c'est Louise qui m'a demandé de me présenter en premier. C'était une demande express, donc je le fais. Et en deuxième lieu, on ne représente aucune association. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est une initiative citoyenne. Et je passe la parole à Louise pour vous en dire un peu plus. Bonjour, donc oui, moi je m'appelle Louise Davy et j'ai rejoint le projet il y a quelques semaines suite à un appel à volontaires de Jean-Baptiste. Je suis consultante en data science à Rennes et je suis aussi diplômée de l'ENSAI, pour ceux qui connaissent, l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, qui est une école d'ingénieurs qui forme des statisticiens et des data scientists. Et je suis ravie d'accompagner Jean-Baptiste aujourd'hui pour vous présenter le sujet. D'ailleurs, vous pouvez changer les slides, parce qu'on va parler du sujet. Aujourd'hui, on va vous parler d'égalité homme-femme. Ça a été la grande cause nationale de l'ancien quinquennat et c'est également la grande cause nationale du quinquennat actuel. Et puis, pourquoi pas les suivants au rythme où vont les choses. Mais bon, nous, on est convaincus que c'est pas une cause perdue. Et pour faire bouger les choses, on sait qu'il faut agir sur tous les plans et surtout agir à notre échelle. Donc aujourd'hui, on va vous proposer d'apporter votre pierre à l'édifice pour une société un peu plus paritaire et un peu plus respectueuse et de dire basta aux inégalités hommes-femmes. Et les inégalités hommes-femmes, c'est un sujet assez vaste. Et du coup, nous, on a choisi de prendre un angle d'attaque un petit peu plus précis, qui est le sexisme et les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Moi, à titre personnel, c'est une cause qui me touche
qui me tient à cœur parce que déjà je suis une femme et également parce que je viens d'une formation d'école d'ingénieur où les femmes sont traditionnellement sous-représentées. Et je vais laisser Jean-Baptiste détailler un petit peu plus le sujet. Alors oui, il y a des statistiques nationales qui existent, on ne va pas se mentir, elles sont plutôt flippantes. Le ministère de l'Éducation nationale a exigé la mise en œuvre de plans d'action pour prévenir les violences sexistes et sexuelles. Mais on a constaté que la grande majorité des établissements aujourd'hui manquent de données sur l'expérience des étudiantes qui sont dans leur établissement, manquent de ressources. Il y a des chargés de mission qui ont été, dont c'est aujourd'hui le rôle, mais qui font ça à temps très, très partiel. Et objectivement, les résultats se font plutôt attendre, malheureusement. Et donc, on arrive aujourd'hui avec ce projet qui est basé sur deux convictions. Alors, la première, c'est que l'écoute des étudiantes est évidemment tout à fait fondamentale et qu'il ne faut pas laisser juste la place aux réseaux sociaux comme vecteur d'expression. Ça nous semble assez fondamental d'avoir d'autres possibilités d'expression et d'écoute des étudiantes. Donc, ce qu'on vous propose et ce qu'on propose d'accélérer via Data for Good, c'est la création de forums de discussion privés pour les étudiants d'une même école et qui ensuite donnent lieu à une synthèse des échanges. C'est la base de notre recommandation, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place avec votre aide. Donc, il ne s'agit pas de remplacer l'existant, parce que les établissements ont mis en place des dispositifs de signalement, il y a des choses qui ont été créées, il y a des campagnes de sensibilisation qui sont menées dans les écoles. Mais on est là pour compléter ces dispositifs dont on voit très bien les limites. Et pour passer à l'échelle, il nous semble intéressant d'avoir une brique tech, et en l'occurrence, ce serait un chatbot qui permettra d'animer les débats entre les étudiantes. Alors, ce chatbot, il n'a pas du tout vocation à répondre aux questions des étudiantes. Donc, on ne va pas créer un ChatGPT 2 ou 3. La vocation du chatbot, c'est d'animer, d'aider à favoriser les discussions, les échanges entre les étudiantes. Et donc, la saison Data for Good qui commence, elle sera consacrée à la création d'un prototype. On vise de réaliser un ou plusieurs pilotes d'une durée d'une semaine au mois de mai, de fournir des résultats, une synthèse aux établissements au mois de juin. Et pour ça, on va avoir besoin de votre aide. Et donc, je redonne la parole à Louise pour vous en dire un peu plus sur les compétences recherchées. Oui, du coup, on peut passer à la slide suivante. Le principal défi technique, comme l'a dit Jean-Baptiste, ça va être de créer un bot. Et ce bot, il va être déployé soit sur Slack ou soit sur Discord. Pour l'instant, le choix n'est pas complètement arrêté. On est ouvert aux discussions. Et si vous avez des connaissances spécifiques sur ces plateformes, elles sont les bienvenues. Sinon, on cherche des compétences en programmation. Plus généralement plutôt Python ou JavaScript et avec pourquoi pas quelques notions de NLP ou text mining pour la création du bot dans un premier temps et aussi pour la restitution derrière. Même si pour le coup ça c'est un sujet sur lequel on pourra vous aider à monter en compétences. Et enfin, on a besoin de relais pour contacter les écoles et les établissements supérieurs. Et puis pourquoi pas également de connaissances en gestion de projet. Et donc, si ça vous parle et si la cause vous tient à cœur, n'hésitez pas à nous rejoindre. Là, on n'a pas eu le temps de tout vous dire évidemment parce que c'est court, mais si vous voulez tous les détails, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack dédié qui est qui est affiché juste là et on pourra se voir pour une prochaine réunion la semaine prochaine tous ensemble. Voilà, merci. Merci Louise, merci Jean-Baptiste. Merci beaucoup. On a une petite question peut-être. Est-ce que le chatbot est juste focus sur un thème précis ou tout le monde peut l'utiliser pour une autre cause? Alors, on est sur une thématique très précise, effectivement, et on va développer des scripts, donc sur la base d'un certain nombre de travaux de recherche qui ont déjà été menés sur le sexisme, sur les violences sexuelles. Donc, on est vraiment dans une optique dédiée à l'expérience des femmes dans les établissements d'enseignement supérieur. Merci. On va passer au projet suivant, mais vous avez une autre question auquel je vous laisserai répondre sur le chat. En tout cas, merci Jean-Baptiste, merci Louis, c'est un super projet. On sait que même côté Data for Good, côté parité, diversité,
C'est pas toujours évident, on essaie de Il y a un peu de s'améliorer. boulot, ouais. On est très content de pouvoir aider sur des projets comme cela. Merci beaucoup. Très bonne journée, à bientôt. Et on va passer au projet suivant avec, je crois, des gens qu'on connaît. Bonjour à tous. Bonjour Pierre. C'est déjà vu. Du coup, il y a aussi Raphaël et Alex qui sont dans l'auditoire, sachant que du coup, Raphaël est en Corée là en ce moment. C'est le soir, voire la nuit pour lui. Et Alex est quand même en France et c'est lui qui vous accueillera mercredi prochain pour la première réunion de lancement. Donc, on va vous présenter la mission Ingrédients. Donc, c'est un projet porté par Open Food Fact. Donc, en fait, Open Food Fact, on l'a créé à la diapo suivante il y a 10 ans. Avec cette idée qu'on s'était rendu compte que c'était super compliqué de comprendre l'information alimentaire au supermarché. Il faut s'imaginer qu'il n'y avait pas le Nutri-Score, on n'avait pas contribué à démocratiser le score 5 couleurs. C'était complètement opaque, les listes d'ingrédients étaient lisibles, les tableaux nutritionnels abstraits. Et on s'est dit, et si on rendait ça beaucoup plus simple pour les consommateurs, les producteurs, les chercheurs, et si on leur donnait les moyens de transformer vraiment le système alimentaire aussi bien sur le côté santé que sur le côté environnemental. Et donc, on a créé Wikipédia, qui a en fait Open Food Fact, qui est en fait le Wikipédia des aliments. L'idée, c'est de rassembler tous les produits alimentaires de la planète dans une énorme base de données et de pouvoir faire des choses globalement utiles avec. Donc, très concrètement, ça prend la forme d'un site web et d'une appli mobile. On a inventé l'appli de scan il y a maintenant 10 ans. Et donc, elle vous affiche, on a affiché dès 2015 le score 5 couleurs, donc le Nutri-Score désormais. Depuis 2 ans, on affiche l'EcoScore, qui est sur l'impact environnemental des produits. Et EcoScore qu'on a lancé grâce justement à une saison précédente de Data for Good. En chiffres, Open Food Fact, ça donne 2,7 millions de produits, donc dans plus de 180 pays, avec près de 2,5 millions d'utilisateurs qui viennent de plein de pays différents et qui utilisent les applis et le site web chaque mois. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que au-delà de nos propres apps et de notre propre site web, il y a plus de 200 applis qui ont démarré grâce à Open Food Fact. Les plus célèbres, vous les connaissez, c'est Foodvisor, c'est Yuka qui a démarré grâce à Open Food Fact, et puis des applis plus spécialisées sur le gluten ou autres. Il y a aussi de l'impact scientifique parce que du coup, par exemple, l'équipe du Nutri-Score se sert d'Open Food Fact pour pouvoir évaluer la qualité du score. Et tout ça, ça serait pas possible sans cette communauté de plus de 25 000 contributeurs actifs sur Open Food Fact. Donc, ce qu'on a fait avec Data for Good en 2 secondes sur les saisons précédentes, on a lancé une première version de l'EcoScore. On avait lancé un détecteur en computer vision pour détecter les logos, les labels qui sont super importants, notamment pour les allégations environnementales. On a préparé le lancement de l'EcoScore. Et là, la saison dernière, on a mis en place un catégorisateur automatique des produits qui vient d'être déployé en production. Donc, tout ce qu'on fait dans le cadre des saisons, ça a un impact absolument massif. Et donc là, ce qu'on vous propose pour la saison suivante, c'est la mission Ingrédients. Donc, en fait, très concrètement, c'est l'idée de réduire le temps nécessaire. Il faut s'imaginer que Open Fact a été saisi à la main par des millions de personnes et sur des millions de produits. Ça prend du temps. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'accélérer la saisie des ingrédients. Et donc, je vais vous montrer un exemple, tout simplement. Ça, c'est mes cookies favoris. Je vais les acheter chez Ikea. Et alors, ce qui est marrant avec Ikea, c'est qu'en fait, ils vendent dans plein de pays. Et donc, mes cookies, elles ont 12 langues différentes. Et je me suis amusé à chronométrer combien de temps ça prenait en tant que contributeur pour pouvoir photographier toutes les listes d'ingrédients. Et en fait, ça prend 8 minutes pour un seul produit. Et ça ferait 18 années de travail pour une personne afin de pouvoir faire passer de Open Fact de 1 langue à 2 langues pour les produits multilingues. Donc, il y a vraiment clairement un besoin. Et le truc, c'est que les ingrédients, c'est super important pour plein de choses. Par exemple, pour extraire des informations intéressantes qui sont cachées dans les listes, comme par exemple les origines, les pourcentages, les allégations produits, vegan, sans lactose. C'est important pour le Nutri-Score parce que du coup, on peut calculer les pourcentages de fruits et légumes. C'est important pour l'EcoScore et c'est important vraiment pour plein de choses.
Donc, c'est vraiment crucial qu'on soit capable de le faire vite et de simplifier la vie des utilisateurs. Et pourquoi, au lieu de faire ça à la main, donc de regrouper dans l'appli mobile, on ne pourrait pas faire quelque chose de ce type-là? Donc là, première étape, on prend une photo. Le système serait capable de zoomer sur la photo. Voilà, donc on zoome. Et puis, tant qu'à faire, le système de computer vision pourrait placer des bounding box partout sur toutes les 12 listes d'ingrédients. Et tant qu'on y est, pourquoi pas détecter la langue des ingrédients, boum, on a un système de reconnaissance des langues et on a 12 listes d'ingrédients multilingues d'un coup sur le produit. Donc voilà, c'est l'idée auquel on aimerait bien arriver. Mais du coup, on va avoir besoin de vous. Va y avoir besoin de plein de compétences complémentaires. Donc en machine learning, évidemment, en NLP, en traitement de langage naturel, en computer vision, pour pouvoir mettre en place ce système. En data science, traitement data mining, pour pouvoir jouer aussi avec les datasets que Raphaël a commencé à vous préparer. En design et en développement mobile et web, pour pouvoir intégrer le modèle qu'on va mettre en place dans Hunger Games, qui est notre interface de notation, l'appli, le site Open Food Fact. Voilà, donc très concrètement, comment on s'organise? La semaine prochaine, il y a du coup une réunion, si j'ai bien compris, au Liberté Living Lab à 19h, mercredi soir. Je parle sous contrôle de Clément. Et sans attendre, vous pouvez nous rejoindre sur le channel Slack numéro 11, où moi, Alex et Raphaël seront dispo pour répondre à vos questions. Et donc, ça sera une réunion hybride avec une visio et puis pour ceux qui veulent directement en présentiel à Paris. Merci Pierre. Pour le Liberty Living Lab, on va vérifier. On vous confirmera tout bien sûr par Slack pour tous les porteurs de projets et pour tous les bénévoles, ce qu'il est possible de faire ou pas. Donc on vous reconfirme ça. Alors laisse-moi regarder si j'ai une petite question pour toi. Est-ce qu'il est possible d'utiliser Google Lens pour ça? Alors, il y a des outils maintenant qui sont disponibles en OCR. Donc, il y a des OCR qui sont libres. Il y a aussi la possibilité d'utiliser Google Lens qui est capable effectivement de reconnaître du texte. Mais l'enjeu, c'est d'avoir une solution qui soit vraiment libre et qui soit et d'autant plus que Google Lens et ces outils-là, on le fait une fois. Il y a un côté altruiste à le faire dans Open Food Fact parce que du coup, une fois que la liste elle est extraite pas seulement pour soi, mais elle est aussi extraite pour tout le monde. Donc du coup, les chercheurs pourront s'en servir pour faire leurs analyses, par exemple sur les aliments ultra transformés qui sont problématiques en termes de santé. Et puis les autres consommateurs pourront juste en scannant le code barre, avoir la liste d'ingrédients déjà analysée, déjà transcrite. Super. Eh ben, écoute Pierre, on est ravis de t'accueillir pour une nouvelle saison. C'est hyper plaisant d'avoir des projets comme ça qui sont sur plusieurs saisons et qui continuent à vivre et qui continuent à avoir des besoins. Donc vraiment ravi. Data for Good est vraiment super. Ça nous a permis vraiment d'accomplir pas mal de trucs assez cool. Et ça va pas être différent cette saison. Parfait. Et ben, si vous voulez rejoindre Open Food Fact, vous savez où c'est. Merci encore Pierre. Et on va passer au projet suivant. Pierre en chasse en note. On va accueillir Pierre pour Carbon Fight. Bonjour Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pierre et depuis 1 an et demi, je développe une application mobile qui s'appelle Carbon Fight. C'est une application mobile que vous pouvez trouver en production sur les stores de Google et d'Apple. Ça reste un prototype pour le moment. Et je me suis lancé dans le développement de cette application parce que je me posais beaucoup de questions sur mes émissions CO2, comme beaucoup. Alors j'avais fait tous les simulateurs, toutes les applications qui font un bilan comme de Geste Climat, qui permettent de faire un bilan sur ces émissions carbone. Mais il y avait des questions auxquelles j'avais pas de réponse, qui étaient des questions qui demandaient des réponses immédiates. Par exemple, je pars en week-end, combien ça va émettre de CO2 de faire un aller-retour dans la ville que je vise, ou là je suis au self, combien ça me coûterait en fait vraiment de prendre un plat à base de viande par rapport à un plat végétarien. Et tout ça, tous les outils qu'on a pour les émissions CO2 qui font des bilans ne permettent pas de répondre à des réponses très rapides quand on a une question qui nous passe par la tête. Donc du coup, je me suis lancé dans une application mobile qui permet d'ajouter des actions tout au long de la journée et de voir en temps réel, merci pour le passage de la slide, qui permet de voir en temps réel
ces émissions CO2, pour l'instant, il y a quelques types d'actions qui sont codées, notamment les transports, les énergies du logement et les repas. L'idée, c'est d'aller plus loin que ça, c'est aussi que l'application montre à l'utilisateur c'est les actions qui émettent vraiment du CO2, et donc du coup de bien les identifier et à terme du coup de baisser ses émissions CO2, de passer en dessous de 2 tonnes, voire de 4 kilos par jour si on est encore plus ambitieux. Mais voilà, le but c'est je mets mes actions, je regarde vraiment quelles sont les actions qui émettent du CO2, et ça évite aussi de se tromper et de pas faire des petits gestes où on se dit: «Bah, là, c'est bon pour le CO2», et puis en fait d'oublier que, on a une vieille voiture qui pollue, et donc ça sert à rien en fait de se priver, d'un dessert, si à côté de ça, on prend l'avion pour aller, pour faire un Paris-Nice, quoi. Donc c'était ça un peu l'idée de l'application. Quand j'ai commencé le développement, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'en fait, il y a pas aujourd'hui de référentiel qui décrit simplement les facteurs d'émissions CO2 d'actions simples. Alors il y a des bases de données hyper complètes, notamment de l'ADEME, et je prends par exemple Agribalise, mais c'est réservé à un public, averti. Je vous mets au défi de trouver là, très rapidement, combien de CO2 émet, votre café, le café que vous avez peut-être pris ce midi. Si vous allez sur Agribalise et que vous tapez café, vous avez, 20 résultats. Dans ces 20 résultats, vous avez une cinquantaine de métriques. Bref, on peut pas, en tant que citoyen, heu avoir cette réponse, facilement. Donc du coup, pour l'application, mais pas que, je lance la création d'un référentiel open data et open source de tous ces facteurs d'émission. Hem, le but, c'est que ça sorte du projet à terme. C'est pas que, de la data pour le projet, c'est de la data qui pourrait être reversée dans d'autres outils comme, Nos Gestes Climat de l'ADEME, qui eux, ont code ce référentiel. Ils ont ils ont un format assez spécial pour faire ça, mais ça pourrait être aussi, reversé à des wikis pour des consultants RSE. Il y a des initiatives qui se lancent aujourd'hui, pour avoir un peu un référentiel, justement de ces facteurs d'émission. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment faisaient les consultants RSE, parce que ces informations sont très difficiles à avoir. Donc j'imagine que toutes les boîtes qui font du RSE ont leur propre référentiel. Donc voilà, il y a des trucs qui se passent, il y a des initiatives qui se lancent. L'application a besoin de ce référentiel, donc on va le faire, et puis, voilà, le but c'est que ça reste pas dans l'application. On utilise un Notion pour faire ça dans l'application, mais c'est que ça sorte. Et petite cerise sur le gâteau, en plus de ces facteurs d'émission qui seront, sourcés, documentés, le but, c'est de faire une API, publique et gratuite, qui pourra être utilisée, par exemple, s'il y a quelqu'un qui fait une application mobile et qui a besoin de requêter de temps en temps pour afficher dans l'application, les émissions de CO2 d'une action, plutôt que de réimplémenter son API, de pouvoir utiliser une API, publique. Tu peux passer juste la slide suivante. Voilà à quoi ressemble à peu près sur Notion, une page pour une action particulière qui est l'action de prendre le train. Donc très rapidement, le but, c'est qu'il y ait très peu de paramètres, parce que c'est une API ou c'est un référentiel de données pour des gens qui sont pas professionnels, donc il faut très peu de paramètres en entrée. Donc pour un trajet en train, c'est le nombre de kilomètres et le type de train, et c'est tout. Après, il y a les facteurs d'émission. Donc là, c'est des facteurs d'émission qui sont à peu près justes, parce que la source, j'ai pris une action qui est à peu près sourcée, à peu près correcte. La plupart ne le sont pas. Et donc le but, c'est d'avoir ça sur, plusieurs centaines de facteurs d'émission. En fait, on se rend compte aussi que quand on cherche, les paramètres et les facteurs d'émission d'une action, c'est plus compliqué que ce qui paraît, et j'ai pris l'exemple du train qui est un bon exemple. Par exemple, connaître le CO2 émis dans un trajet en train, c'est assez compliqué, parce qu'en fait, je vous mets au défi de trouver le nombre de kilomètres exact entre 2 villes quand vous prenez le train. C'est quelque chose qui est très difficile à voir, par exemple, parce que Google Maps vous le donne pas. Donc vous faites un Paris-Strasbourg, le nombre de kilomètres exact, pas de la route, hein, mais de la voie ferrée, et en fait, c'est très compliqué. Donc voilà, ça paraît simple comme ça, c'est extrêmement compliqué à la fois de trouver les facteurs d'émission dans des bases de données qui sont compliquées, d'accès, et de aussi trouver les bons paramètres qui font que, la donnée est correcte. Si tu peux passer la slide juste après. Merci. Donc le déroulé de la saison 11. L'objectif de ce projet-là, de ce référentiel, il est très simple, et d'ailleurs une métrique qui sera extrêmement simple à suivre. Le but, c'est de documenter, de sourcer 250 facteurs d'émission des actions de la vie courante. L'application que j'ai faite, sous forme de prototype, aujourd'hui, il y en a un peu moins de 100, et sur les 100 facteurs d'émission,
il y en a les 2/3, c'est soit des data que j'ai un peu extrapolées ou que j'ai pas inventé, mais c'est pas des facteurs d'émission qui sont sourcés, qui sont justes. Donc le but, c'est de remettre une bonne base, les 250 actions courantes, donc ça peut être un trajet en train, prendre un café, manger un steak, enfin c'est ça une action, c'est d'en faire 250 et d'arriver à 250 au bout de 3 mois. Et l'objectif secondaire, ce sera de mettre l'API, mais en fait, mettre une API au-dessus, c'est pas si difficile que ça. Le plus difficile, c'est de trouver la donnée. Sur les profils nécessaires, bon, pareil que les autres projets, un data scientist, analyste pour faire les explorations. Alors, cette application, elle a une base de données, du coup, d'actions des gens. Donc, les gens vont mettre des actions, donc ça crée de la data et ça serait intéressant de mieux l'exploiter que ce que ça fait aujourd'hui. Je cherche aussi des juristes pour m'aider à trouver sur ce référentiel les bonnes licences, parce que c'est un peu compliqué. Je vois des initiatives qui commencent à faire ce genre de choses et qui mettent ça en Creative Commons. Je me pose beaucoup de questions sur le fait de mettre des licences restrictives sur de la donnée qu'on n'a pas créée, en fait, parce que c'est des données qu'on tire de l'ADEME ou sur Internet. C'est pas une BD ou un livre qu'on peut facilement mettre sous Creative Commons. Bref, il se pose vraiment beaucoup de questions sur cette donnée, quelle licence elle a. Ensuite, je cherche aussi des gens qui sont expérimentés sur les méthodologies carbone, qui sont formés, par exemple, qui ont fait les formations de l'ADEME, pour qu'on se trompe pas, en fait, quand on commence à créer ce référentiel, qu'on ait le bon workflow, qu'on ait les bonnes méthodes et qu'on se trompe pas. Voilà, le but, c'est pas de faire un référentiel puis se rendre compte à la fin que, en fait, tout ce qu'on a fait était faux. Et enfin, des personnes pour rechercher ces infos et les vérifier. C'est un peu le nerf de la guerre du coup de ce projet. C'est très difficile, c'est très chronophage. Toute action qui semble simple est en fait assez compliquée. Donc on a besoin d'être beaucoup pour atteindre cet objectif de 250 facteurs d'émission parce que ça prend énormément de temps. Donc j'organise une première réunion lundi prochain, de 13h30 à 40 pour expliquer un peu comment fonctionnent les outils et faire un petit tour du Notion. Si vous avez la moindre question, rendez-vous sur Slack. Le canal, c'est là, je suis off-season de Carbine Fight encore, mais ça va, je pense, bientôt être renommé 11, puisque je suis dans la saison 11. Et si vous voulez démarrer maintenant, n'hésitez pas à vous connecter sur carbonfight.app. J'ai pris le temps d'écrire de l'onboarding pour que des gens qui sont qui connaissent pas du tout puissent se créer leur compte sur Notion, sur Slack et commencer à contribuer. Et puis, évidemment, comme tout projet avec application mobile, il y a besoin du UX, de développeurs mobiles. Là, moi, j'utilise Flutter. Et tout ce qui est l'API, elle sera codée en Node. Les fonctions back sont en Node. Et tout ça sur Firebase. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Écoute, merci beaucoup Pierre. Je ne vois pas de questions pour le moment dans le chat. N'hésitez pas à rejoindre le Slack channel si le projet vous intéresse. Et encore merci Pierre, c'était très clair. Merci à vous. Et on va accueillir le porteur de projet suivant, qui n'est pas un Pierre. Ce sera Bastien. Oui, désolé, j'ai pas eu le temps de changer de prénom entre-temps. Bah, c'est dommage. Non, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, moi, si vous êtes encore là, c'est que la moitié des projets sont passés, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous tenez le bon bout. Donc, moi, je vais vous présenter le projet Icarto Mobile. Donc, c'est un projet un peu particulier puisque c'est une collaboration plus qu'un porteur de projet unique. Et on va collaborer avec Latitude cette année pour répondre à la question, c'est comment encourager et planifier la mobilité électrique dans les territoires avec l'open data. Donc, pourquoi on veut faire ça? C'est quelque chose d'un peu plus large, on va dire, que ce qui est fait aujourd'hui, ça fait partie de l'Open Data University. Et, tu peux garder la slide d'après, effectivement. C'était bien anticipé, Clément, merci. Effectivement, donc Latitude, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des programmes de sensibilisation aux impacts du numérique dans les collèges, lycées et jusque pour les professionnels. Et ils font aussi, pour ce qui nous intéresse là aujourd'hui, des programmes d'engagement citoyen. C'est pour ça que c'est plus un projet qui s'inscrit dans l'engagement citoyen que dans l'aide à une association, plus exactement. Et donc là, avec l'Open Data University, on veut faire des projets d'intérêt général pour utiliser, en fait, nourrir et
créer les biens numériques communs dont on parlait au départ à travers Data for Good. Donc Data for Good, ici, on va s'associer avec Latitude sur le sujet de la mobilité électrique et répondre donc à la problématique dont on a parlé au départ. Le but, c'est, contrairement à ce qui se fait souvent avec l'Open Data University, plutôt avec des étudiants finalement, essayer d'aller plus loin avec des gens plus expérimentés et tous les volontaires finalement qui nous rejoindront. Donc on va essayer de faire ça vraiment tous ensemble. Le projet plus particulièrement, donc c'est d'essayer d'aider vraiment le public et notamment d'aider les collectivités locales. Donc, je vous ai mis une phrase d'Aurélien Bigot, là, c'est l'avenir de la voiture sera assurément électrique, mais la voiture individuelle ne doit pas être l'avenir de notre mobilité. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, effectivement, on ne cherche pas à développer la voiture électrique et à dire que c'est la panacée. Par contre, on cherche à aider ce passage obligé, finalement. Et donc, pour aider ce passage obligé, on va aider les collectivités, dans un premier temps, parce que c'est elles qui décident où est-ce qu'on doit implémenter des bornes de recharge. C'est vraiment là où il y a un trou finalement dans la raquette. Aujourd'hui, les observatoires qui existent en ce moment, c'est plutôt alors, soit pour les aires d'autoroute ou alors des choses à la maille région, France, et pas forcément pour le décideur qui est dans son petit bureau à Guéret et qui doit installer sa borne. Voilà. Donc le but, c'est vraiment de faire une interface simple pour des gens qui sont non experts du sujet, mais qui ont le pouvoir de décider ça exactement. Et donc voir si y a un intérêt ou non d'investir dans une borne. Donc ça veut dire, est-ce qu'il y a du passage? Est-ce que le foncier n'est pas trop cher à cet endroit-là? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions à répondre. Comment on veut répondre à ce projet? Donc c'est un déroulé relativement finalement classique. Hein. On va essayer de faire une proposition initiale assez rapidement. Il faudra itérer, discuter avec des gens qui sont dans le milieu et ensuite creuser vraiment le fond, essayer de faire des scores pour repérer finalement des endroits. Le but, c'est vraiment d'aller jusqu'à la recommandation, jusqu'à voir des projections dans le temps et ne peut pas se limiter à juste un état aujourd'hui de ce qui est et regrouper les données, mais vraiment essayer de faire ce pas de plus pour aider vraiment les gens et pas faire un équivalent de ce qui existe déjà par ailleurs. Et une fois qu'on a cette solution donc, et qu'on a créé vraiment ce score, ces projections, recommandations, vraiment aller aussi vers la communication. Et donc là, on va retrouver les habituels UI, UX, évidemment, pour faire des jolies cartes et qu'on puisse comprendre vraiment ce qu'on a voulu dire, finalement. Voilà. Donc, avec tout ça, donc, de qui on a besoin? On a besoin de profils assez standards, c'est-à-dire data scientist et analyst pour l'exploration de données initiale. Donc, on a repéré, effectivement, Latitude a fait ce travail initialement de repérer les données ouvertes, mais en particulier avec data.gouv.fr, parce que c'est un des buts, c'est de valoriser ce bien numérique commun. Mais on va aller chercher évidemment d'autres qui sont à notre disposition. Ensuite, il faut quelques connaissances côté cartographie, parce que le but, c'est de faire une carte. Donc on va voir avec ça. Quelques analyses métiers. Alors, quand je dis analyse métier, ça va être côté, effectivement, borne de recharge électrique, pourquoi pas. S'il y a des gens qui sont dans ce milieu-là, ça peut être très intéressant. Mais aussi pour des gens côté des communes. C'est vrai que les deux visions pourraient nourrir tout à fait le projet. Ce n'est pas forcément mon cas. Je ne connais pas très bien la vision commune. Donc, ce serait vraiment très apprécié si quelqu'un vient de là. Et donc, finalement, on en a déjà parlé, avoir un rendu variable sur nos cartes et sur nos projections. Voilà. Donc, il faudra des designers, du UX. Dans ce projet, il n'est pas forcément prévu d'avoir des bases de données énormes, mais si on arrive à trouver une source à scraper et qui d'intérêt vraiment, là, on pourra aller côté data engineering et pour mettre en place des bases de données, mais ce ne sera pas l'objectif principal. Et donc, voilà, donc merci à tous. Rejoignez-nous sur le canal Slack, comme l'ont dit les autres. Nous, notre première réunion sera a priori jeudi soir de la semaine prochaine. Et donc, on espère que vous serez beaucoup à nous rejoindre. Écoute, merci beaucoup, Bastien. Je ne vois pas de questions. Mais sinon, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans l'onglet questions et Bastien y répondra.
Et c'est toujours un plaisir de bosser avec Latitude. C'est vraiment DataForGood et Latitude. Les collaborations se multiplient. Merci Bastien. Bon après-midi. Et on va passer au prochain projet avec Constellation Sociale. Et Irénée, si tu peux monter. C'est bon? Ouais. Et bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis un administrateur de l'association Constellation Sociale. Et on est une association qui vise à référencer sous forme de constellation les connaissances du monde. Et l'objectif, c'est de préserver des connaissances menacées de disparition, donc des langages, d'identité, des savoir-faire, etc. Ça permettra de se situer plus facilement au sein d'un monde de plus en plus globalisé. Ça permettra de valoriser la diversité aussi et de s'inspirer de manières de faire plus résilientes et en lien avec l'environnement. Donc, le projet, en fait, c'est dans un monde de plus en plus globalisé. Cette globalisation, elle va au dépend du coup des diversités culturelles, identitaires et environnementales. Donc, il y a les communautés autochtones qui voient leur territoire détruit, pillé, etc. Et nous, la nature, on la voit bien, elle est vraiment en galère. Donc, on perd aussi de vue un peu qui on est, parce que la culture, elle est intimement liée à la nature. Et l'idée, c'est de faire qu'on valorise la diversité et d'en faire une force. Donc, on veut créer un système de circuits courts, d'information, de liens entre les communautés reculées et nous, ici, dans les villes, les endroits un peu plus globalisés. Donc, en fait, on a commencé à créer une app. Et donc là, vous voyez sur la gauche Byron, de la tribu des Warani, avec qui on échange très régulièrement et tout, et qui fait le projet avec nous depuis 6 mois. Et donc, on fait ça avec 3 communautés aussi, je vous en parlerai après dans le slide suivant. Mais l'idée, c'est de créer une base de données et sur des savoir-faire. Et donc, chaque mois, les différentes communautés peuvent voter pour un thème, etc. Par exemple, sur les bâtiments traditionnels, sur les médecines. Ce mois-ci, c'est sur la nourriture, etc. Et l'idée, c'est d'arriver à représenter tout ça dans des graphes de connaissances. Donc, là, pour l'instant, ça fait 6 mois qu'on fait ça, donc avec les tribus des Warani, avec les Boulous, avec les Takalones. On a déjà 90 textes. Et l'idée, c'est que ce soit vachement inclusif. Qu'en fait, tout le monde puisse le faire, que ce soit déjà dans les communautés reculées, mais aussi, en fait, tout un chacun là. Plutôt que de voir comment une Instagrammeuse fait du savon, en fait, de poser la question à des gens qui font ça depuis des millénaires ou d'autres gens qui font ça avec des instruments plus naturels, etc. Et l'idée, c'est que ce soit très inclusif. Donc, pour ça, on a créé un outil de qualification et de précision qui permet de rentrer des textes, mais aussi de dire, par exemple, je sais pas, je mange une pomme. En fait, qu'est-ce que c'est une pomme pour moi? Une pomme, c'est un fruit qui vient d'un arbre d'à côté à 50 mètres dans la forêt. De quelle forêt? Enfin, ce type d'arbre, etc. En fait, ça permet d'avoir beaucoup plus de précision sur la culture, mais aussi sur l'environnement. Et donc, c'est pas juste des informations, voilà, un petit peu comme ça. L'idée, c'est, du coup, il y a tout un canal un tunnel de précision, de qualification et tout, qui valorise cette information. Et l'idée, c'est de transformer cette information en des constellations. En fait, c'est pour arriver à avoir d'une autre manière l'information, parce qu'on a tendance un peu dans le monde globalisé, là, à se dire, OK, il y a telle manière de faire, etc. La meilleure, c'est celle-là, c'est celle qu'on va propager. C'est un peu l'histoire des vainqueurs, on partage que celle-là et tout. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que toutes les personnes puissent partager leur histoire, puissent partager leur information, qu'on puisse la préserver aussi, mais qu'elle puisse être représentée. Et ça ferait trop d'informations. Du coup, l'idée, c'est de représenter ça sous forme de constellation. Et du coup, là, il y a cette image-là sur l'app qu'on est en train de développer, où du coup, on zoomerait sur une des étoiles et on verrait, tiens, les Takalones en Birmanie, qui est une communauté avec qui on agit aussi. Il y aurait la traduction en français, il y aurait la version originale, il y aurait la version complète, du coup, qualifiée, précisée, etc., qui explique tous les noms. Et il y aurait aussi, en fait, la version vidéo et audio donc de nos représentants qui communiquent avec des anciens des villages, etc. et tout. Ou même ici, je sais pas, il y a quelqu'un qui vit en Corse, j'ai vu tout à l'heure sur le canal, il pourrait très bien parler à un papy corse, lui dire comment toi tu fais pour planter tes choux-fleurs. Et dans ce coup, on aurait l'info et tout. Et en fait, ça valoriserait les anciens savoir-faire, ça ferait des liens entre les jeunes et les vieux, etc. et tout. Et surtout, nous, grâce à cette app qui permettra qui inclut des traductions automatiques, on pourrait partager là, juste là, comme ça, je pose une question à Byron, tiens, comment tu fais ta pirogue? Je pose la question à un vieux corse, même s'il parle que le corse, etc. Il y aurait des traductions et tout, qui permet à chacun de communiquer entre eux. Voilà. Donc, là-dessus, en fait, c'est un projet assez large. On a 2 branches. La première, sur la droite, on va dire, c'est l'app. Donc, l'app, on a commencé en novembre 2021. On a commencé à faire toute la structure pour la database. On a vachement avancé au niveau front-end aussi. Et il nous reste pas mal de travail sur la project infrastructure, et le développement de l'app. Donc, le DevOps, le CI/CD, automatiser tout ça un peu, les GitHub Actions, Cloud Azure aussi, le déploiement de l'app sur Android aussi après. Et l'idéal, au bout de ces 3 mois, dans cette partie de l'équipe, ce serait d'avoir une MVP en production. Cette app, du coup, elle permettrait, en fait, pour l'instant, on communique communauté et tout, mais on fait ça par WhatsApp. Et l'idéal, ce serait qu'avec l'app, du coup, on puisse préserver ses savoir-faire beaucoup plus facilement, échanger
les personnes beaucoup plus facilement et que tout un chacun, là, tous les gens qui participent puissent aussi communiquer avec les représentants et tout, et partager aussi leur savoir-faire. L'autre côté de ce projet, du coup, c'est le Corpus NLP Challenge. L'idée, c'est qu'on a déjà donc, ces 90 textes, avec à chaque fois des informations qualifiées, précisées, etc. Il y a plein de manières, linguistiques, sémantiques, etc., d'analyser ces textes. Et l'idée, c'est d'arriver à faire des représentations qui soient déjà belles, un peu comme, je sais pas, nos étoiles, on voit un lion là-bas, on voit le Sagittaire, on voit etc. et tout. Bon, c'est un peu des perches parfois, mais en vrai, c'est cool. Et justement, ça nous facilite la projection un petit peu dans un univers. Et l'idée, c'est de faire ça aussi dans un univers culturel et valoriser la diversité à travers ça. Donc, en fait, de ce côté-là, Corpus NLP Challenge, on n'a pas mis vraiment de roadmap, parce qu'en fait, toute personne, aussi bien débutante, peut s'amuser à faire des petites représentations, que d'autres personnes peuvent pousser à fond tous les critères, etc. et tout, pour faire des méga représentations. Et l'idée, c'est plus d'avoir... en fait, voilà, de ne pas créer une vérité générale, c'est plus d'arriver à représenter un imaginaire collectif. Donc, en fait, là-dedans, on peut vachement s'amuser, il peut y avoir plein de challenges, etc. et tout. Et voilà. Donc, pour ça, on a déjà une équipe. Donc, il y a les communautés avec qui on agit, plus d'autres communautés avec qui on est en communication. Si on regarde sur la droite de ce document-là, donc il y a sciences humaines et sociales, il y a le côté linguistique, sociologie, ethnologie, agriculture, environnement. On a déjà des contacts, mais on est toujours, il y a beaucoup de gens dans la data, etc., qui se sont reconvertis. Clairement, des gens qui viennent de l'agriculture ou de la sociologie ou d'autres, qui ont des compétences là-dedans, elles seront complètement bien plus. Il y a aussi du coup le côté DevOps, CICD, Android, etc. Donc on a déjà une équipe, mais c'est des bénévoles aussi. Et, enfin, le projet est assez faramineux. Surtout que là, je vous ai montré que la MVP, mais on a les versions 1, 2, 3, 4, 5, etc. Enfin, donc il y a beaucoup de travail à faire. Et il y a aussi du coup le Corpus NLP Challenge. Là aussi, on a un bénévole, Tristan, qui fait partie du call aujourd'hui, si vous pouvez lui poser des questions si vous voulez. Et l'idée, c'est là de se lancer complètement dans qu'est-ce qu'on peut faire de ces textes, comment on peut les valoriser, comment on peut arriver à donner du sens à cette information et la rendre d'autant plus accessible à tous. Donc, pour travailler avec nous là-dessus, je vous invite à nous rejoindre mardi à 19h. J'ai mis un lien ici, Google Meet, et vous pouvez nous rejoindre sur le canal 11 de Data for Good, Constellation sociale, et on pourra en reparler, on pourra vous accueillir. On a déjà un environnement de travail et tout. Donc, voilà, c'est un environnement très riche avec plein de différents sujets à piocher, à expérimenter. Et j'espère que vous pourrez avancer avec nous là-dessus. Bah écoute, merci beaucoup. Je ne vois pas de questions, mais super présentation. On est toujours content aussi chez Data for Good d'accueillir des sujets, je dirais pas atypiques, mais en tout cas qui changent, enfin qui sont un peu différents des thématiques très en vogue. On aime bien les thématiques en vogue aussi, mais c'est bien aussi d'avoir ces projets un peu plus surprenants, on va dire, à proposer à tout le monde. Et on espère qu'il y aura plein de bénévoles pour ton projet. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et on passe au projet suivant. Si Urban Climate. Est-ce que Antoine ou Tania? C'est Antoine. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Merci, Antoine. Merci de nous accueillir. Alors nous, c'est Climate Change. On est une association basée à Paris. L'idée, notre conviction de départ, c'est que les acteurs de terrain ont entre leurs mains les leviers de la transition. Donc on travaille avec les entreprises, avec les villes, les régions, les organisations de la société civile comme les assos, les ONG. Et on essaye de créer pour ces acteurs-là un environnement favorable. C'est-à-dire on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse se parler, casser un peu les silos. En général, les entreprises parlent avec les entreprises, les villes avec les villes. Et pour cela, on a plusieurs missions. Je vais vous présenter ces trois missions sur la slide suivante. C'est d'abord partager l'information. Donc, on a un site internet qui permet de recenser tout un tas de documentation, des événements, une cartographie de l'action mise en œuvre dans le monde entier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique. On a également donc, une mission de fédération des acteurs à travers des sommets qu'on organise chaque année en Afrique et en Europe pour pouvoir réunir tous les acteurs engagés sur le climat. Et puis, on essaie d'animer ces communautés qu'on appelle des coalitions tout au long de l'année à travers des webinars qu'on appelle les IMAG, en vue de partager l'information et se nourrir des réflexions les uns des autres. Et puis, la troisième mission, celle qui est au centre, c'est celle de l'Observatoire de l'action climat, que je représente aujourd'hui avec ma collègue Tania. L'objectif de l'Observatoire, c'est d'analyser l'action climat réalisée, mise en œuvre par les acteurs. On le fait à travers deux types de supports. Ce qu'on appelle les bilans de l'action, c'est des rapports qu'on publie chaque année, notamment au moment de la COP. On a un bilan mondial de l'action climat organisé par secteur. On va parler d'énergie, de transport, de bâtiments, d'industrie, de déchets et d'usage des sols. On fait également des cas d'études. On va s'intéresser à des politiques publiques mises en place par des villes, des régions, des pays, voire des projets multi-acteurs aussi portés par des entreprises.
L'idée de cet observatoire, c'est de travailler dans un esprit de neutralité. Donc, on ne va pas formuler de recommandations, on ne va pas juger ni faire du name and shame sur les acteurs, on va simplement s'appuyer sur les chiffres à disposition pour essayer d'objectiver notre analyse le plus possible, et ensuite de dérouler le fil en expliquant qualitativement quels sont les leviers d'action qui permettent à un acteur d'aboutir à une baisse de ses émissions, à la pénétration plus forte des énergies renouvelables, l'électrification des véhicules, comme on en a parlé, etc. etc. Slide suivante, s'il vous plaît. Pardon, désolé, j'ai oublié de mettre le petit... Alors, notre projet, celui qu'on veut vous présenter aujourd'hui, il intervient dans un contexte particulier. Lors de la COP28, il y a quelque chose qui s'appelle le Global Stocktake qui va se passer, le bilan global. C'est-à-dire la première évaluation des progrès collectifs des États depuis la signature de l'accord de Paris. Alors, j'insiste sur le côté évaluation des progrès collectifs. Ça veut dire qu'à aucun moment, on ne va pointer tel ou tel État en disant qui a réussi ou qui a mal fait le boulot en termes de respect de ses objectifs. Et puis, c'est un processus qui est focus sur les États. À Climate Change, on s'intéresse davantage aux acteurs non étatiques, c'est-à-dire qu'on a envie de comprendre comment fonctionnent les entreprises ou les villes pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, quelles sont les options à leur disposition et quelles sont celles qui parviennent à le faire. Plus spécifiquement, aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à suivre et à mesurer les émissions de gaz à effet de serre des villes dans la durée. Vous avez peut-être vu, il y a un article dans Le Monde qui est sorti hier sur les acteurs, que ce soit, alors, il parle des entreprises, des villes, des régions, des départements en France, qui ne respectent pas leur obligation légale de publier un bilan de gaz à effet de serre à jour quasiment tous les ans. Donc aujourd'hui, il y a une vraie difficulté à comprendre quel est l'impact et le poids de l'action des villes dans les efforts mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On peine en fait à agréger les résultats, et même sur une seule ville, on a du mal à suivre dans le temps lesquelles ont réussi à faire évoluer positivement ou négativement leurs émissions, avec des données crédibles sur lesquelles on peut dans lesquelles on peut avoir confiance pour pouvoir renouveler nos analyses d'année en année. Alors, ce qu'on a envie de faire et de vous proposer pour la COP28, c'est de dresser une liste des 100 villes dans le monde qui ont publié leurs émissions de gaz à effet de serre pendant plusieurs années, afin de mesurer leur progrès sur 3 critères. La transparence, est-ce que les données qu'on attend sont bien disponibles? La crédibilité, est-ce que ces données ont un haut niveau de confiance? Est-ce qu'on peut avoir un haut niveau de confiance dans ces données? Est-ce qu'elles ont été peut-être standardisées? Est-ce qu'elles ont reçu des labels? Est-ce qu'elles ont reçu des certifications? Et puis ensuite, la mesure de la performance. Et ça, c'est aujourd'hui ce qui manque dans l'univers du climat. On a tendance à être un petit peu, je dirais, très libéral, c'est-à-dire que on donne des règles et après, chacun fait un petit peu ce qu'il veut, et notamment sur la transparence des entreprises. Aujourd'hui, on a du mal à identifier les performances réelles. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui sur les villes, c'est aussi d'être capable de suivre leurs performances. Quelles sont les villes dans le monde qui sont parvenues à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre? Comment l'ont-elles fait? Et quelles bonnes pratiques peut-on en tirer pour pouvoir les diffuser dans le monde? Alors, on parle de 100 villes, mais ça peut être un petit peu moins. On va partir d'une base de données qui est publique, qui s'appelle le CDP Eclaic Track. Donc, en fait, c'est une base de données qui est mise en place par le CDP, une plateforme de reporting, constituée de fichiers CSV qui ont été publiés depuis 2015. Ces fichiers ont beaucoup évolué parce que le CDP fait bouger sa méthodologie tous les ans. Il y a des données qui sont complètement foireuses, d'autres qui sont beaucoup plus qualitatives. L'idée, c'est de savoir les repérer, nettoyer les fichiers, mettre ça au clair et préparer une analyse pertinente et profonde des performances de ces villes. Donc, on va identifier ensemble les indicateurs pertinents pour pouvoir évaluer les performances des villes et on va chercher ensuite à infographier les résultats. L'objectif de ce travail, c'est aussi d'avoir des supports de compréhension et de lecture de ces données qui soient accessibles à tous et toutes. On parle des décideurs comme des citoyens, mais également des médias, afin que lors de la COP28 à Dubaï, oui, c'est à Dubaï, désolé, on ait un rapport qui puisse présenter de façon crédible l'évolution des émissions de ces villes, de ces principales villes mondiales. Donc, ça va être un rapport dans lequel on va parler d'autres sujets, on va parler des entreprises, on va parler aussi on va avoir une lecture sectorielle, mais il y aura toute une partie dans laquelle on veut avoir un bloc d'analyse, de compréhension du poids que représentent ces principales, les plus grosses villes du monde dans les émissions de gaz à effet de serre et comment elles parviennent à les faire évoluer. Alors, de quoi on a besoin pour nous appuyer dans ce projet?
Nous, on est des noobs en données. À la base, on a des formations plutôt de sciences politistes, donc on est vraiment des novices. Donc en fait, on a besoin de faire monter les compétences dans cette association autour du traitement de données pour pouvoir faciliter la data visualisation et faciliter le renouvellement et le suivi d'année en année. Donc en fait, cette année, on le voit comme la première partie d'un projet à long terme. D'abord, on va essayer de faire cette première publication et cet effort de data visualisation sur les données. Et ensuite, peut-être dans un second temps, on espère basculer en open source et permettre à chacun d'accéder très facilement sur un site internet à une plateforme, à une base de données qui soit librement donc accessible pour pouvoir comprendre dans le détail comment ces villes font basculer leur approvisionnement en énergie renouvelable, leur façon de traiter la mobilité, leurs efforts de rénovation, etc. etc. Donc voilà, on vous a mis un petit programme sur les 3 prochains mois. Il y a un vrai enjeu du coup de traiter ces bases ces fichiers, c'est des fichiers Excel, hein, donc en fait travailler ensemble sur le nettoyage de ces fichiers sur lesquels nous on connaît déjà assez bien, et ensuite basculer sur un vrai travail d'analyse de ces données avec un enjeu de visualisation qui soit le plus communicatif et le plus percutant possible. Merci à tous et toutes, on serait ravis donc de vous compter avec nous. Notre canal, c'est le numéro 11, Climate Chance. On vous le met dans le chat dans un instant. Ben écoute, merci beaucoup Antoine, très clair. Est-ce que tu vas te rendre à Dubaï du coup, toi-même? Oui, je vais sans doute aller cramer du kérosène pour me rendre à Dubaï, ma grande tristesse. Alors, pour ma défense, je préfère des gens qui crament du kérosène pour aller à la COP que des gens qui crament du kérosène pour partir 2 semaines à Bali. Mais bon, nous sommes d'accord. Ça, c'est des petits arrangements intellectuels que je me permets dans ma tête. Donc tu fais pas des tours en quad dans le désert, ça ira. Ouais, non, et même les quads électriques, ça marche pas. Hein. Merci Antoine. Merci à vous. On va passer au projet suivant. Il nous reste 2 projets. On s'accroche. 12 projets, c'est long, mais on continue. On va continuer avec Crocofish et Vincent. Est-ce que tu peux nous joindre? Ah, on a perdu. Est-ce que Vincent est là? Sinon... Je suis là. Oui, c'est bon. Parfait. Pas de problème. On est bon. Allez, on y va. Je te laisse te lancer. Donc tout d'abord, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Vincent et je suis bénévole pour une nouvelle petite association de gestion de l'environnement marin, dont ce serait le premier projet en fait. Donc c'est un projet de sensibilisation au milieu marin. Et donc l'idée, ce serait de fournir à tous les usagers de la mer une application qui permettrait de sensibiliser à la biodiversité marine et inciter également les consommateurs de produits de la mer, donc de poissons dans le cadre de ce projet, à une consommation plus responsable. Donc ce projet, en fait, l'idée, c'est le produit final, ce serait une application qui est sur le même principe que certaines applications existantes que vous devez connaître. Il y en a une très bien sur les plantes, notamment. Donc l'idée, c'est qu'en prenant avec ton smartphone une photo d'un poisson, soit dans son milieu naturel, si on est baigneur ou plongeur, peut-être le plongeur, en remontant de l'eau, il peut prendre la photo sur l'écran de l'appareil photo sous-marin. Les baigneurs, maintenant les smartphones sont de plus en plus étanches. Il y a des gens qui mettent, il y a des coques étanches aussi, il y a des gens qui se baignent et qui font des photos, des vidéos. Ils peuvent se poser des questions un peu sur les poissons. Et puis aussi un poisson pêché, c'est destiné aux pêcheurs amateurs. Ou un poisson qui est sur les têtes du poissonnier, parce que c'est destiné aux consommateurs. Et donc cette photo permettrait ensuite, après une reconnaissance de l'espèce, de retourner différentes informations, donc des informations naturalistes pour mieux connaître l'espèce, son mode de vie, sa biologie, son habitat, sa taille adulte, ce genre de choses. Également pour les pêcheurs amateurs,
ce serait de retourner des informations qui concernent la réglementation sur les autorisations de pêche sur ce poisson, s'il y a les tailles, les nombres de prises autorisées, s'il y a des moratoires, ce genre de choses. Et puis pour les consommateurs qui prennent les photos sur l'étal du poissonnier, par exemple, de retourner des informations qui permettraient en les croisant de savoir si ce poisson provient d'une pêche destructrice ou d'une pêche plus responsable. Concernant le déroulé du projet, bon là c'est une timeline très optimiste. J'ai mis tout le, en fait, j'ai mis tout le projet sur les 3 mois, mais en vrai, si déjà on arrive à construire un modèle performant de classification qui fonctionne sur un bon nombre d'espèces de poissons, ce sera déjà une belle chose. Donc, ce qui a déjà été fait, il y a une petite base de données qui a été faite qui contient tous les poissons que l'on peut croiser entre 0 et 50 mètres sur les côtes françaises. Donc, même ceux qu'on peut croiser très occasionnellement. Donc, dessus, il y a une sélection à faire. On a déjà fait, donc elle est partiellement remplie avec des informations biologie, de biologie des espèces. Et on a déjà fait un premier essai de classification sur une dizaine d'espèces avec des photos très diversifiées prises sur Internet, comme ce qu'on souhaite faire. Donc, on a eu des résultats qui nous ont encouragés à continuer, des résultats assez concluants. Et donc, en fait, pour le dérouler, la première étape, ce serait une étape de scrapping, donc c'est de récolter un maximum d'images pour un maximum d'espèces de poissons. Après le tri de ces photos, enlever les doublons, recadrer tout ça. Après, ensuite, on passerait à une étape de deep learning, donc de choix et d'entraînement du modèle, de réglage des hyperparamètres, tout ça. En parallèle, ou ensuite, ce serait se pencher sur la base de données, savoir plus précisément quelles sont les informations, exhaustivement les informations qu'on souhaiterait retourner, et puis chercher des sources et finir de remplir la base de données. Et puis après, le développement de l'application en elle-même. Donc, concernant les personnes de qui ce projet aurait besoin, donc les compétences nécessaires. Donc, en premier lieu, il va falloir des personnes qui sont spécialisées, qui s'y connaissent en scrapping d'images. J'ai fait des récoltes juste avec, moi je connais rien du tout, j'ai fait des récoltes juste en cherchant sur Google Images, c'est très laborieux. Et après aussi, sélectionner, enlever les doublons, tout ça, c'est très long et très laborieux. Donc, je pense qu'avec des bonnes techniques de scrapping, ça pourrait être très utile et le travail serait très facilité. Donc ensuite, des data scientists qui s'y connaissent bien en classification d'images, en deep learning. Après, éventuellement aussi, il faut des personnes qui s'y connaissent en data ingénierie. Après, si on passe l'étape du modèle et qu'on passe un peu plus loin, des personnes qui se connaissent en data ingénierie pour la gestion des données dans le cloud et l'entraînement du modèle dans le cloud. Et des personnes qui se connaissent, des personnes pour aussi qui sont bons en design. L'idée, ce serait de faire une application agréable à utiliser. Et donc, il y a aussi les personnes qui n'ont pas de compétences spécifiques dans ce domaine-là, qui ont de la bonne volonté, qui sont intéressés par le projet, pour donner un coup de main, notamment pour la récolte des données. C'est un travail très long et laborieux. Une fois qu'on aura les bonnes techniques de scrapping qui ont été fournies on aura une bonne méthodologie. Après, il faudra récolter un maximum d'images sur un maximum d'espèces, travailler sur le nettoyage de ces données et également pour l'implémentation de la base de données et le choix et la récolte des données qu'on va implémenter dans ces bases de données. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je vous remercie d'avoir écouté et si vous êtes intéressé par le projet, n'hésitez pas à me contacter. J'aimerais faire une réunion de démarrage en visio mercredi soir à 19h. Donc, et puis pour les personnes intéressées, on se retrouvera sur le canal Slack du projet. Et puis voilà. Merci beaucoup Vincent, très intéressant. Et oui, n'oubliez pas, il y a plein de compétences qui sont demandées, mais pour ceux qui sont juniors ou qui n'ont pas de compétences, vous pouvez quand même contacter les projets, il y a toujours des choses à faire. Dans ce cadre-là, il y a toutes les étapes de scrapping, mais vous pouvez rejoindre les projets que vous souhaitez. Merci Vincent. Merci à vous. Et on va passer à notre dernier intervenant, si je ne me trompe pas, Thierry.
tu peux monter sur scène pour d'attaque. C'est bon? On est bon. Ah, super. Bien, bah, bonjour. Donc, alors, il faut que je passe sur la diapo suivante. Voilà. Voilà, donc je suis donc Thierry Borouin, je travaille au Muséum dans l'équipe systématique évolution et biodiversité, et je ne suis pas du tout informaticien, je suis systématicien entomologiste, c'est-à-dire que je m'occupe d'identification et de description d'espèces du vivant, et je travaille sur un petit groupe d'insectes qui s'appelle les fulgores, qui sont en gros des toutes petites cigales. Et je m'occupe de leur habitat, de leur interaction, et je m'intéresse beaucoup à leur classification suivant l'évolution. C'est-à-dire que je regroupe les espèces en genre, en tribus, en famille, c'est ce qu'on appelle des taxons. Donc, je vais beaucoup vous parler de taxons. Pour cela, j'ai un outil qui s'appelle Flow, pour Fulgoromorpha List on the Web. Et suivante. Voilà. Donc voilà l'outil, et vous avez dans le bas quelques photos de ces fulgores pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Oui, la suivante, voilà. Alors j'ai plusieurs objectifs. Le premier, c'est avant tout de mieux comprendre le taxon. Et ce que je voudrais, c'est faire des visualisations, des synthèses graphiques de ces connaissances taxonomiques. Alors, comme vous voyez, il y en a déjà une qui a été faite pour l'histoire du taxon, ce que l'on appelle entre nous le petit train. C'est une visualisation qui est assez puissante et qu'on utilise avec nos étudiants à l'université pour enseigner la taxonomie, et ça marche assez bien. Ce qu'on aimerait faire, c'est d'autres visualisations un peu plus poussées sur l'histoire des classifications et l'évolution du contenu des taxons. Alors, je ne sais pas... voilà. Deuxième objectif, c'est de traquer les irrégularités pour alerter et suggérer les pistes de recherche. Alors, les diapos, elle n'est pas tout à fait complète, ce n'est pas très grave. Là, j'avais par exemple la distribution d'une espèce en bleu, et j'avais par-dessus la distribution d'une plante, sachant que les deux espèces étaient totalement reliées, donc c'était la précédente, voilà. Et dans le premier cas, par exemple, on avait l'espèce était absente en Suède, mais sa plante hôte était présente. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que cette espèce est vraiment absente de Suède, ou bien est-ce que simplement on ne l'a pas encore vue? Lorsque les deux espèces sont présentes ensemble, il n'y a pas de problème. Mais lorsque la troisième espèce, dans le troisième cas, lorsque l'espèce est par exemple présente en Italie, mais il n'y a pas de plante hôte, on peut se poser des questions. Est-ce que l'espèce a bien été identifiée en Italie? Est-ce qu'elle serait éventuellement passée sur une autre plante hôte? L'idée, c'est de faire pareil ces graphiques et de sortir des pistes de recherche en langage naturel directement à partir de l'analyse de ces graphiques. Suivante. Suivante, s'il vous plaît. Troisième objectif, c'est d'utiliser la répartition de ces espèces dans des régions bien particulières. J'ai pris par exemple ici l'exemple de Madagascar, de calculer à partir de ces répartitions, de ces occurrences de ces espèces, l'enveloppe climatique actuelle, et puis de s'amuser à faire du niche modeling et de faire des projections sur 2050 ou 2080, et voir si l'espèce en fait pourrait toujours rester dans les habitats tels qu'ils auraient évolué dans 30 ou 50 ans d'ici maintenant. L'intérêt, c'est également de renforcer sur le degré de vulnérabilité de l'espèce et de renforcer les listes rouges qui sont produites par l'IUCN, qui, comme vous le savez, présentent essentiellement des résultats sur les vertébrés, les oiseaux, les batraciens, quelques groupes botaniques, les conifères par exemple, mais qui sont malheureusement très très pauvres en données sur tout le reste de la biodiversité, sachant que les invertébrés sont pratiquement absents. Suivante, s'il vous plaît. Et donc, en pratique,
En pratique, c'est quoi? D'attaque, c'est d'abord améliorer et enrichir la base de données des connaissances taxonomiques. Donc ça, je m'occupe de l'enrichissement, ça, il n'y aura pas de problème. Par contre, peut-être faire un petit audit de la base de données serait nécessaire. C'est automatiser la synthèse graphique pour mieux comprendre la diversité des espèces. Avec quelles questions? C'est combien, où, quelles espèces, quels sont les taxons qui sont concernés. C'est automatiser l'analyse des répartitions avec l'objectif de suggérer de nouvelles pistes de recherche. On l'a vu, c'est en même temps regarder également si les données sont fiables et quelles sont les lacunes. Ce qu'on s'intéresse ici, c'est plus à ce que l'on ne connaît pas que ce à quoi l'on connaît. Troisième point, c'est automatiser la description et l'évolution des habitats. On vise à mieux conserver, donc utiliser ça comme des indicateurs de biodiversité. Quelles sont les espèces, les taxons qui sont surveillés, où, combien dans un territoire donné. Et surtout, c'est utiliser les changements d'échelle que permet la classification, sachant qu'une espèce est inclus dans un genre, le genre dans une tribu dans une famille, et de passer des observations locales qui sont produites par le naturaliste qui travaille dans son coin, le taxonomiste qui s'amuse à récolter des espèces dans son coin, pour pouvoir mettre tout ça ensemble et passer à des analyses globales et répondre un petit peu à ce qu'on a l'habitude d'appeler Act Locally and Think Things Globally. Alors, quelle aide, quelle compétence? Encore une fois, je ne suis pas informaticien, ce sera peut-être à vous de me dire, mais a priori, je dirais, il me faudrait des développeurs, des data scientists, peut-être m'aider à coordonner tout ça, et voilà. Donc, pour me rejoindre, ce sera sur le canal 11 d'Attaque, et a priori, je verrai la première réunion la semaine prochaine, plutôt le jeudi soir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Un beau sujet sur la biodiversité. Merci pour cette présentation très claire. Et je pense qu'on a terminé. Parce que ça, c'était des slides d'avant. Est-ce que mes camarades de Data for Good peuvent me rejoindre sur scène? Ils sont là. Ils sont déjà en apéro? Non, ça va. On n'a pas compris, on a écouté les présentations. Félicitations à tous les porteurs de projets. Il est 15h47, on est totalement dans les temps. C'était ultra clair, ultra fluide. On a déjà beaucoup d'activités sur le Slack. On a aussi publié tout ça sur Instagram. On va faire des publications sur LinkedIn, sur Twitter. N'hésitez pas à partager qu'il y a un maximum de bénévoles sur la saison 11. Et comme je le disais, vous pouvez dès à présent rejoindre les différents canaux sur le Slack. Vous avez le nom des channels ici présents. On a 12 projets, ils sont tous fous, donc n'hésitez pas à aller vous présenter, à aller poser des questions et à vous impliquer dans les projets. Même si vous n'avez pas les compétences qui ont été présentées, il y a de la place, il y a plein de choses à faire. Et vous avez aussi vu cette saison, on a aussi des projets qui n'ont pas forcément besoin de compétences tech, des compétenences en juriste, des compétences en design. Design, c'est un peu de la tech quand même. En tout cas, il faut savoir coder. Je vais me faire haïr par mes potes. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on devient bénévole? On va sur le site Data for Good, on clique sur Join et on a un petit questionnaire pour s'inscrire, pour mieux vous connaître et mieux vous répartir sur les projets. Et une fois que ce questionnaire est rempli, vous recevez une invitation pour rejoindre le Slack. Et à partir du Slack, vous avez accès à tous les projets, à tous les historiques aussi des projets. Et si vous êtes perdu, n'hésitez pas à nous pinguer. On vous répondra dès que possible. Et on va prendre quelques jours pour que tout le monde se familiarise avec les projets, pose des questions. Et comme l'ont dit, les porteurs de projets, les premières réunions seront la semaine prochaine. J'ai entendu un lundi, des jeudis et des mercredis. Je réencourage les porteurs de projets à partager la date de la première réunion sur le channel dédié.
Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Et les bières. Les bières, pour ceux qui sont à Paris, on va se retrouver vers 18h dans un bar qui s'appelle Le 9e Sauvage. je crois que ça s'appelle le 9B aussi, non? Bon, qui est proche de l'arrêt Barbès. Et c'est l'occasion de se retrouver, de prendre des bières et de parler de passage à l'action. Et puis pour les autres antennes, je crois qu'il y a des meet-ups qui ont été organisés mercredi à Bordeaux. Je crois qu'il y a aussi quelque chose à Grenoble qui est prévu. Donc n'hésitez pas à rejoindre les canaux antennes de votre ville pour avoir ces informations. Et si rien n'est organisé, vous êtes les bienvenus pour prendre l'initiative d'organiser quelque chose dans votre ville. Et je crois qu'on a tout dit. Et ben on est bon, on va pouvoir clôturer. Merci à tous, c'était une super présentation. Et on espère qu'on aura plein de beaux projets. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Bonne fin d'après-midi.